please, you can. It's a beautiful goal. It's magic. The public is for you. Magic. Joke goal. You are very happy of your goal. It's magnifique. 차려. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve ce soir dans Score Plus pour parler football et notamment de matchs internationaux. L'équipe de France aura la part belle dans notre émission de ce soir, n'est-ce pas? Et pour m'accompagner ce soir, j'aurai comme d'habitude, je dirais, Raphaël. Bonsoir Raphaël. Salut Mustapha, salut tout le monde. Ensuite, nous allons retrouver Walid. Bonsoir Walid. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Très heureux d'être dans ce Score Plus. Et enfin l'homme de l'ombre, le plus british de tous les membres de Radio Rec, Robin. J'espère pas par le vestimentaire. J'essaye quand même de pas faire de... Déjà je vais vous dire, il y a du favoritisme parce que son micro est plus fort que le non, qui veut couvrir nos voix. Pas du tout, mais je suis à la technique. C'est scandaleux. Je suis à la technique, je fais ce que je veux. Voilà. Je dirais même que ça ressemble à un but refusé. Traitement favorable pour le Darren Tulette de Score Plus. Voilà. Exactement. Et donc ce soir, au programme de ce soir, on aura Espagne-France, la lumière au bout du tunnel. C'était un match mitigé, je dirais, avec une première mi-temps compliquée, une deuxième mi-temps un peu plus joyeuse pour l'équipe de France. Ouais, déjà c'était mitigé dans ce sens-là. Alors c'était un match, c'était assez manichéen comme match. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment deux matchs différents dans le match. On en parlera plus profondément. On enchaînera avec un petit débat sur la présence d'un 10 en équipe de France, un meneur de jeu, la tactique adoptée par Didier Deschamps, vraiment en deuxième mi-temps. On va voir, on l'avait déjà abordé vendredi dernier, on va voir ça. Ensuite, on parlera des Pays-Bas, de l'Italie, de la Belgique qui sont leaders. Et je dirais de fort belle manière, notamment les Pays-Bas qui sont en 12 points en 4 matchs, je crois, c'est bien ça. Honnêtement, ça force le respect. Bien de l'euro, ouais. Ça force le respect. On arrivera ensuite sur le match spectacle, je dirais, de ces matchs internationaux. Allemagne-Suède, 4-4. Avec un joueur incroyable. Pas qu'un seul. Pas qu'un seul. Pour le coup. On y reviendra. On parlera ensuite du Portugal qui a fait un décevant match nul face à l'Irlande. J'ai vu le match, très décevant. Avant de conclure avec l'Afrique, le football africain et les qualifiés pour la CAN. Tout s'est joué dimanche dernier. On abordera le sujet. Oui, parce que dimanche dernier, tout le monde disait il n'y a pas de foot. Bah, il y avait quand même la Coupe d'Afrique. Même si parfois c'était plus une bataille dans la boue que vraiment du football. Enfin, il y a des choses à redire là-dessus. Je vous propose de commencer directement avec cette Espagne-France, messieurs. 1-1, au bout du suspense. Vraiment au bout du suspense. D'ailleurs, je pensais même à un moment que l'arbitre allait siffler la fin du match. Et au final, ils l'ont mis ce but. Il passe la balle à 93 plus 10. Ouais, donc c'est quand même très limite. Mais avant ça, j'aimerais quand même signaler qu'il y a eu un but qui a été refusé... fort logiquement, je suis désolé, c'est pas bien forcément de débuter par les choses qui fâchent, mais voilà, il fallait quand même le signaler. Donc finalement, ça n'est que justice. Et c'est vrai que même dans la presse espagnole, Marca, Mundo Deportivo, ils ont quand même noté de manière assez fair-play que le match nul était logique. Et que finalement il n'y avait pas de scandale, il n'y avait pas de nature à crier scandale, chose que les Espagnols font très souvent en termes d'arbitrage. Et d'ailleurs ça m'a étonné parce que j'ai vu une équipe d'Espagne qui a montré un tout autre visage, vraiment. C'était une équipe d'Espagne, comment dire, peut-être pas fatiguée mais désintéressée du match. Voilà, je sais pas si fatigué c'est le mot, mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir une équipe d'Espagne aussi fatiguée, peut-être je les ai pas sentis très investis finalement dans la rencontre. C'est-à-dire qu'en première mi-temps, ils ont marqué leur but, ils se sont peut-être dit inconsciemment on a fait le nécessaire, c'est bon, le match est plié inconsciemment, parce qu'à force d'entendre finalement on est les meilleurs, on est champion d'Europe, champion du monde en titre, tu sais, forcément il y a un moment où le subconscient fait que tu donnes peut-être un peu moins sur le terrain. Donc ça leur est monté à la tête, tu penses? Non, je mais pense peut-être pas. Inconsciemment justement, parce que quand tu connais des joueurs comme Xavi Iniesta, tu sais très bien que c'est pas le genre à prendre la grosse tête. Mais tu vois qu'il y a eu des difficultés. En deuxième mi-temps, on a vu du déchet technique espagnol qu'on n'avait pas l'habitude de voir justement.
Et l'équipe de France a su contenir ce milieu de terrain en deuxième mi-temps si difficile et s'adapter à cette tactique. Ouais. Et c'est plutôt ça qui m'a surpris, moi. Et dès le départ, on s'attendait à faire un match recroquevillé en défense. Hein. On l'a vu. C'est ce qui s'est passé pendant 20 minutes. Ouais, justement, minutes, et on l'a vu avec première la stratégie mise en place par Didier Deschamps. 3 milieux défensifs, Gonalon, Cabaye et Blaise Matuidi. Et on l'a vu inexistant, en moi, je route dirais. vers la phase finale de 98. Hein. Non, parce mais que un milieu défensif par excellence. Le truc, c'était qu'on avait 3 milieux défensifs, mais qu'en phase offensive ou défensive, si tu veux, les 3, leur rôle se modifiait un petit peu. C'est-à-dire qu'en phase offensive, Cabaye, même défensif, Cabaye jouait un chouïa plus haut que les autres. Et sur le terrain, avait une place un peu plus haute pour presser davantage. Mais Gonalon, moi je l'ai souvent vu justement un peu en retraite, ces mecs-là, pour servir de dernière couverture avant la dernière ligne. Mais c'est vrai que ce milieu a été très efficace. On a vu un milieu de terrain très resserré. Je pense que Deschamps a compris qu'il fallait absolument gêner ce duo Xavi-Iniesta au milieu de terrain. Oui. Et en resserrant considérablement les lignes, parce que tu vois les images, des fois je fixais, je regardais que ça. Et le milieu de terrain, vraiment, il y avait des espaces mais très très restreints entre les lignes françaises. Compact, ouais. C'était très compact et on a vu qu'il y a eu quand même quelques difficultés. Mon sentiment, moi, surtout, en fait, j'ai eu l'impression que Deschamps tablait véritablement sur un vrai repli, une vraie solidarité entre ses joueurs. On voyait souvent Cabaye qui allait chercher sur les latéraux, etc., qui allait aider Gonalon, qui allait aider les défenseurs, notamment les latéraux. Les milieux centraux se déplaçaient souvent. Et c'était un petit peu le rôle de Ribéry et de Ménez de revenir. Chose qu'ils n'ont pas fait, et à mon avis, on a coulé là-dessus. Ribéry l'a fait, Ménez ne l'a pas fait. Ribéry l'a fait par intermittence. Moi, je dirais que c'est logique parce qu'on sait qu'avec l'Espagne, le danger vient vraiment des côtés. Hein, oui, entre Iniesta, Pedro, David Silva. Bon, David Silva qui s'est blessé, mais on sait que le danger vient. Oui et non. Quand tu regardes le Barça, quand même, le principal danger, il vient de l'Axe. Mais l'Espagne n'est pas le Barça. Oui, et je pense que l'Espagne a compris qu'au bout d'un moment. Attends, excuse-moi, mais c'est d'autant pour ça que Deschamps a compacté ce milieu de terrain et a essayé de resserrer les lignes parce que tout part de l'axe. Je suis pas tout à fait d'accord parce que la rampe de lancement vient de l'axe, mais vraiment les actions. Oui, mais c'est pour ça que si tu gênes l'axe, après tout est bloqué, tout est inhibé. Je suis d'accord avec Mustapha et je suis d'accord avec Mustapha dans le sens où le jeu quand même de l'Espagne passe énormément par le côté et là en l'occurrence il passait par le côté gauche avec on l'a vu un excellent Pedro, un excellent Jordi Alba. Avec des prestations qui s'expliquent aussi par le fait que Jérémy Ménez n'a pas produit le travail qu'il aurait dû produire défensivement. Clairement pas. Il n'a pas fait ce qu'on attendait de lui. Il y a toujours ce problème de replacement chez Ménez, de discipline en équipe de France. S'il y avait que ça chez Ménez. Mais là, le cas Ménez, on va peut-être un peu se centrer un peu le débat là-dessus d'ici quelques minutes. Mais Ménez, encore une fois, n'a pas été bon du tout. Non. Ménez, il n'a pas encore un seul match référence en équipe de France. Ménez, Walid, tu défendais sa présence, tu dis que Valbuena, on en parlera tout à l'heure davantage, mais Ménez à l'heure actuelle n'est pas du tout un titulaire indiscutable en équipe de France. À Valbuena sur la forme du Ménez, il a encore fait preuve de ce manque d'investissement. Mais je pense que c'est un problème pas forcément d'état d'esprit, mais là clairement, moi je l'ai ressenti physiquement et ça se vérifie aussi. Ça c'est toujours ton excuse à tout. À chaque fois pour toi c'est le problème physique. Non mais là c'est pas que physique. Quand le mec à la 50e minute il fait pas l'appel au second poteau pour reprendre le centre de Ribéry, c'est pas que physique, Walid, c'est mental aussi. Il y a une intelligence de jeu, le mec doit couper au second poteau, il le fait pas, bah voilà, après c'est l'intelligence des joueurs qui fait la différence. Mais sur la technique pure, etc., il y a quand même pas mieux à ce poste-là. Et je suis d'accord. Loïc Rémy va revenir de blessure. Moi, je te dis que Loïc Rémy, par rapport à Jérémy Ménez, je préfère largement voir Loïc Rémy. Je suis pas forcément d'accord. Je pense que dans l'axe, moi j'aime beaucoup Loïc Rémy. Mais quelle garantie t'offre Jérémy Ménez à l'heure actuelle en équipe de France ? À l'heure actuelle, il mérite le banc, clairement. On est d'accord. Et même au Paris Saint-Germain, c'est un problème. À la limite, voilà, tu le fais. À la limite, on parlait de ça tout à l'heure avec Mustapha. Tu me fais même jouer Sissoko, qui est moins bon techniquement, clairement, mais qui fait preuve de plus d'envie, qui est plus jeune et qui est sans doute mieux. Qui est tout frais, quoi. Alors messieurs, au vu de ce match, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que ce sera vraiment la lumière au bout du tunnel, clairement ? Est-ce que on voit je dirais se dessiner un fond de jeu? Écoute, je sais pas si c'est la lumière au bout du tunnel, mais en tout cas, on a vu dans ce tunnel-là, on a vu une petite lumière. Peut-être c'est le panneau issu de secours, tu vois, la petite lumière qui te donne espoir, parce que ça faisait énormément de temps qu'on n'avait pas vu une équipe de France aussi séduisante. En seconde mi-temps, personnellement, moi j'ai pris du plaisir quand même à les voir jouer. Il y avait une envie, une solidarité. Il y avait en fait, c'était un vrai bloc. Il y avait un collectif. C'est quelque chose qu'on ne voyait plus en équipe de France. Et voir ça, moi, ça m'a donné du plaisir.
Je dirais pas que forcément que c'était le collectif ou vraiment une équipe séduisante, c'est peut-être un peu trop, hein, parce que j'ai entendu ça aussi après le match contre l'Ukraine. Il faut pas forcément non plus s'enflammer. Je dirais que pour une fois, voilà, il y a eu de la solidarité, et ça a été tellement rare dans cette équipe que dès qu'on en a un peu, ce qui est une chose normale, encore une fois, dans une équipe, bah, on a l'impression que c'est beaucoup mieux. Il y a certes oui, c'est vrai que tu dis qu'on se satisfait de la base, quoi. Voilà, de la base, censé être normal. Des trucs normaux, quoi. Je veux dire, dans une équipe de football. Premièrement, il y a ce point-là. Deuxièmement, je dirais qu'il y a aussi, et il faudra en parler, de la performance de l'Espagne. L'Espagne, peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure, mais je pense que c'est très intéressant de s'y consacrer un peu pour comprendre aussi pourquoi on a fait un bon match. C'est aussi un bon match de l'équipe de France et un match très moyen de l'Espagne. Tu vas t'attirer les foudres de Robin, là, qui n'est pas vraiment lui et qui est plutôt de l'autre côté de la thèse. Voilà. Et puis, voilà, on a eu quelques confirmations, et notamment, je pense qu'on a eu une prestation exceptionnelle, il faut le dire, qui, à mon sens, il y a 2 hommes du match côté français. Il y a Lloris pour la prestation qui nous laisse dans le match, et il y a Blaise Matuidi qui a fait un match exceptionnel. L'étonnant Blaise Matuidi. Messieurs, je vous propose d'écouter la réaction de Blaise Matuidi juste après le match. On écoute ça. Blaise, comment on peut la qualifier cette soirée? Elle est belle. C'est vrai que c'est une bonne soirée pour nous. Je pense qu'on a fait le maximum pour justement obtenir un résultat. C'est ce qu'on avait envisagé, et on savait que ça allait être difficile face à la plus grande équipe au monde. Et voilà, on a été courageux, on a été solidaires, et puis je pense qu'en deuxième mi-temps, on a eu la lucidité pour justement essayer de revenir au score quand on avait le ballon. Et voilà, ce soir, je pense que c'est comme une victoire. C'est vrai qu'à la fin, on a senti qu'on pouvait faire quelque chose, et on a eu quand même, vers la fin, on a eu pas mal de situations, et justement, ça a payé. C'est beau. Ouais, c'est vrai que c'est un bon moment. Maintenant, faut pas s'arrêter là. On a un objectif, c'est d'aller à la Coupe du Monde. Voilà, là, je pense que là, on va retourner chacun dans nos clubs, mais il faudra avoir toujours en tête l'équipe de France. Et voilà, jouer des matchs comme ça, c'est magnifique. Oui, bah Matuidi d'ailleurs qui a l'air plus à l'aise sur le terrain que mais dans c'est les sa zones nature, mixtes. il est comme oui, ça. Oui, il est plutôt introverti. Moi j'aimerais revenir sur des mots qu'il a dit. C'est un peu comme une victoire. Je sais pas si on devrait se contenter de si peu. Je sais que si, moi je comprends complètement ce qu'il a dit, dans le sens où toute la France en avait marre de cette équipe, n'en pouvait plus. Elle était critiquée à outrance depuis des mois et des mois. Et quand tu sors d'une telle performance, d'un tel match, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu une équipe de France si séduisante. Et quand tu arraches le point du match nul à la 93e minute, comme ils l'ont fait après une très bonne deuxième mi-temps, bah forcément que ce match nul chez le champion d'Europe en titre, il a le goût d'une victoire. Ça, c'est quelque chose de normal. Après, la France a manqué de réalisme, on va y revenir. Mais j'ai eu la sensation, on aurait marqué, tu vois, à la 93e sur notre seule occasion du match, mais j'ai vraiment eu la sensation qu'on aurait pu le gagner 2-1, 3-1 ce match-là. Ah bah, tout à fait. Donc, si, je suis d'accord. Pour ça, faut des occasions. Il faut un attaquant en forme. Il faut un attaquant en forme. Benzema, il en a eu des occasions. Benzema, il est pas en forme. Il y a eu 11 tirs français dans la. Il y en a eu un seul sur la première période. Tu les balances comme ça, voilà. Il y en a eu un en première période, on est complètement acculé. Ouais, la période, c'est l'inverse. Chaque équipe a eu sa période. Après, tu parles du tir de Ribéry de l'extérieur qui passe à 20 mètres du but. Non, je te parle du sauvetage de Jordi Alba. Je te parle du raté un petit peu de Benzema. Plus un raté de Benzema, d'ailleurs. Voilà, Benzema, je te dis, pour aller chercher la victoire, je te parle de Menez. Il faut un Benzema en forme et un Jérémy Menez en forme à la limite. Mais Benzema, pour moi, même si tu vois qu'il est volontaire, il court, il fait des appels plutôt intelligents, mais Benzema, il m'a pas encore convaincu. Benzema, j'ai toujours pas de match référence pour lui en équipe de France, malheureusement. Et je l'ai pas. Depuis quand ? Depuis, dis-moi un match référence alors. Cite-moi un gros match de Benzema au niveau dans un match où on l'attendait décisif. C'était qui ? C'était la Norvège, je crois. Ouais, d'accord. Voilà, super. Contre les îles Féroé aussi. Je veux bien, mais les matchs références, c'est pas forcément contre une grosse équipe. Si, non, mais un match clé où t'attends un mec de ce calibre, c'est censé être le cadre de ton équipe. C'est l'attaquant du Real Madrid, t'attends plus de lui. Et dans ce match-là, il doit être plus décisif. Dans ce cas, dit qu'il est pas décisif dans les grands matchs, mais pas forcément qu'il a pas de match référence, parce qu'il en a des matchs. Pour faire écho à l'émission qu'on avait eue la semaine dernière, on disait une équipe c'est forcément des joueurs cadres, et sur quel joueur on va pouvoir fonder cette équipe et la construire. Et on avait cité le nom de Karim Benzema. Je suis d'accord, mais Karim Benzema c'est du potentiel, mais aujourd'hui je me demande de plus en plus
si à un moment ou à un autre, il va pas falloir qu'on remette en cause ce choix, parce que, comme le dit Raphaël, on n'a toujours pas de match référence. Et ça, c'est quand même un problème pour un attaquant. Un attaquant, c'est censé marquer. Et quand tu joues au Real Madrid, les occasions qu'il a eues, il aurait dû les mettre au fond. Mais d'un côté, il faut le comprendre, le pauvre Benzema, il est tout seul. Le pauvre Benzema, non mais attends. Arrête, Ok, le pauvre Benzema, je veux dire, le mec, quand il arrive face au but, il se doit d'être plus tranchant. Tu vois, dans son accélération, il y a une action, il part seul au but, c'est Matuidi qui le sert dans l'axe. Il faut pas oublier qu'en face, il est pas assez tranchant. En face, il a son meilleur ami, il le connaît par cœur. Ça va. Je te parle d'une accélération là, je te parle pas de. Son meilleur pote, c'est qui d'ailleurs? Face à face. Sergio Ramos. Sergio Ramos, c'est le meilleur pote de Karim Benzema. Et d'ailleurs, c'est même pas lui qui revient sur lui sur l'action, c'est Jordi Alba. C'est Jordi Alba. Je veux dire, Benzema, il se doit d'être plus décisif. C'est l'attaquant du Real Madrid. Il joue en Espagne dans un match qui est crucial. Il se doit d'être meilleur que ça. Je suis désolé. T'es obligé d'attendre plus de lui. Moi, j'aimerais revenir sur la prestation des Espagnols. On sent quand même qu'on a, je dirais, eu peut-être pas de la chance, c'est pas forcément le mot, mais de la réussite, je dirais, parce que l'équipe d'Espagne n'était pas dans un jour sans. Clairement, on a vu, il manque de réussite et aussi un manque d'envie dans cette équipe. Mais le problème, c'est que justement, je sais pas si c'est tant de la réussite que ça, dans le sens où c'est peut-être les Espagnols qui se sont mis eux-mêmes dans cette merde-là. La réussite dans le sens où il y a 2 joueurs blessés entre Arbeloa et David Silva. Déjà qu'il y a pas David Silva. C'est ça. Ouais. Je suis d'accord. David Silva. Merci Walid. Parce que David Silva, il te conditionne totalement. David Silva, le mancunien, te conditionne totalement. C'est un très bon joueur. C'est pas. C'est un joueur formidable, excellent. Et franchement, cette équipe, elle est hyper séduisante. Je voulais juste reprendre ta compo pour expliquer en fait pourquoi ce changement a été déterminant. Crucial. Voilà, crucial. Le fait que finalement David Silva a été blessé assez tôt dans le match, ça fait en sorte que l'équipe espagnole a encore penché plus complètement à gauche. Voilà, penché à gauche. Ça a été profitable à un moment donné parce que Jérémy Ménez n'a pas produit le travail qu'on attendait de lui. Donc Debuchy ont été en souffrance plus d'une fois par les excellents Pedro et Jordi Alba qui sont amusés à centrer. Et puis voilà, à un moment donné, le côté droit de la défense française était en souffrance. Koscielny, on l'a senti en souffrance. Était en souffrance, mais quelque part, j'aimerais revenir un petit peu sur Jordi Alba. On a entendu Christian Jean-Pierre Ségosier à propos de sa vitesse, etc. C'est vrai que c'est un joueur qui va vite, ça, clairement je ne mets pas en doute, mais je ne l'ai pas trouvé si bon que ça. Pourquoi ? Parce que certes il déborde Debuchy, mais pour faire quoi ? Descendre dans les mains de Lloris. J'ai pas vu un centre de Jordi Alba arriver véritablement bien en condition, être dangereux. Et défensivement, il a fait quelques. Enfin, moi, souvent, les actions, les contres partaient des côtés, et notamment du côté de Jordi Alba. Mais de toute manière, on le connaît, ce joueur, on sait qu'il a des qualités physiques énormes, et pas forcément au niveau musculaire, mais au niveau physique, vitesse surtout. Ouais. Et aussi au niveau. Ouais, d'accord, mais il utilise pourquoi sa vitesse ? Il est toujours pas mature. Moi, je pense qu'il a que 23 ans. Il est toujours pas mature au niveau tactique. Donc certes, mais moi je trouve qu'on l'a survendu. Et j'ai vu les notes des différents médias français, etc. Je trouve qu'on l'a survendu. Oui, survendu peut-être, mais il est encore jeune. C'est ça. Il faut pas occulter. Je suis d'accord, mais je dis que c'est un potentiel. Je dis pas que c'est un très bon joueur maintenant. Il a été sous le feu des projecteurs grâce à l'Euro. Je veux dire, d'un coup, il est arrivé là comme ça. Et puis, c'est surtout depuis l'Euro qu'on parle de lui. Je veux dire, avant, Jordi Alba, c'était quelqu'un de connu pour les connaisseurs du foot, mais c'était pas non plus la référence absolue à ce poste de latéral gauche. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas non plus s'enflammer. Et puis, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il bénéficie du fait qu'il n'y ait pas du tout de concurrence à ce poste de latéral gauche en équipe d'Espagne. Hein. On sait qu'à un moment, c'était Capdevila qui était titulaire indiscutable, et on sait que Capdevila, c'est pas forcément le meilleur défenseur gauche du monde. Donc, mais pour revenir à ce que disait Walid, c'est pour ça que je sais pas vraiment si c'est l'Espagne qui était pas dans un bon jour. Je pense qu'on va redescendre assez rapidement. La France qui a mis l'Espagne dans un mauvais jour, ou si c'est l'Espagne qui s'est mise toute seule inconsciemment dans cette mauvaise situation. Bah écoutez, je vous propose d'accueillir tout de suite un auditeur de Radio Rec qui s'appelle Farid. Donc bonsoir Farid. Bonsoir. Alors écoute, tout d'abord, moi je vais te demander qu'est-ce que tu as pensé de ce match, qu'est-ce que tu as pensé de la prestation, que ce soit de l'Espagne ou de l'équipe de France. Je t'écoute. Sentiment mitigé, hein, je pense, comme tout le monde. Première mi-temps, à l'image de l'équipe de France ces derniers temps. Deuxième mi-temps, extraordinaire, hein, je ne vais pas mâcher les mots. Hein. Ça fait très très longtemps, depuis 2006 en tout cas, que je n'ai pas vu une équipe de France aussi offensive. Donc agréablement surpris, ouais. Là, tu pointes du doigt un autre caractère de ce match, c'est le coaching de Didier Deschamps. Parce qu'en deuxième mi-temps, on aurait pu s'attendre, comme depuis 5 ans, à avoir
des changements petits bras en faisant rentrer des défenseurs. Et là, Didier Deschamps a pris tout le monde à contre-pied en faisant rentrer Mathieu Valbuena et Sissoko qui ont beaucoup apporté. Donc est-ce que pour toi, justement, pour prendre ce que disait Walid, c'est vraiment la France qui a mis à mal l'Espagne, ou l'Espagne qui était dans un mauvais jour et qui n'a pas gagné justement parce qu'ils n'étaient pas dans une bonne situation, quoi. Une bonne dynamique. Une bonne dynamique. Ouais, moi ce que je pense, c'est un peu des deux. Enfin, plus la France qui a acculé l'Espagne, mais première mi-temps, comme je disais tout à l'heure, première mi-temps, on a vu le vrai visage de l'Espagne, quoi. Un jeu d'échecs, quoi. Silva sans Silva, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Avec un Javi un petit peu diminué, j'ai trouvé. Ouais. Iniesta qui sort. Voilà, il y a eu plein de rebondissements dans ce match qu'il n'y a pas eu, les derniers temps du côté de l'Espagne. Ce qui explique aussi cela, tu vois. Enfin, c'est ce que je pense, moi. Alors, moi, on m'a dit que tu étais fan du PSG, c'est bien ça? Entre autres. Oui. Et qu'est-ce que tu as pensé justement de la prestation de Jérémy Ménez? Non, c'est catastrophique. Jérémy Ménez, moi, j'aimais beaucoup dans sa capacité à éliminer le joueur. Maintenant, son comportement a pris le dessus sur ses qualités intrinsèques. Et non, ça va pas du tout. C'est hier, notamment, à un moment donné, je crois que c'est Silva qui se blesse. Donc, je sais plus, c'est Debuchy qui met la balle dehors. Il la remet, mais d'une nonchalance, en faisant un geste qu'on fait même pas en PH. C'est dommage pour lui, d'autant plus parce que je pense que Didier Deschamps l'aime beaucoup et entretient de bons rapports avec lui, plus qu'avec Valbuena, qu'il a pourtant connu à l'Olympique de Marseille. C'était pas forcément très facile. Voilà, et là, voilà, il avait son favori, c'était Ménez, mais il va perdre sa place au rythme, et surtout avec la bonne rentrée de Valbuena, qui a fait un match solide et qui est en forme, contrairement à Ménez. Tu me fournis une belle transition là, parce que justement j'allais y venir. Le rôle de ce numéro 10 là, on a vu que ce changement tactique, il a vraiment complètement modifié le visage de cette équipe de France. On a vu qu'elle s'est transcendée au moment de ce changement tactique. Qu'est-ce que tu en as pensé, Raphaël, vraiment Je pense que, comme tout le monde l'a dit entre guillemets aujourd'hui, la rentrée de Valbuena a changé beaucoup de choses, notamment tactiquement. Parce que quand tu as Valbuena en lampe de lancement, tu as un mec qui joue simple, qui se prend pas la tête, qui est une sorte de très belle transversale, qui est une sorte de relais entre les lignes et qui joue simple. C'est-à-dire que le mec, à la récupération, quand un mec comme Matuidi récupère, c'est pas à lui de faire le jeu. C'est-à-dire que lui va transmettre le ballon à Valbuena qui est pas très loin au-dessus, et Valbuena va servir justement de liant entre la ligne d'attaque et celle des milieux défensifs. Et c'est dans ce rôle-là où Valbuena est le meilleur, parce qu'il est très mobile dans ce milieu de terrain. On le voit un temps côté gauche, un temps côté droit, et il apporte des solutions simples. Voilà, c'est comme vous l'avez dit, Valbuena il se prend pas la tête. C'est contrôle, je passe, je donne, je suis, transversal. Et c'est pour moi, ça a été l'un des acteurs phares de ce match nul en Espagne. Rappelons qu'à un moment donné, ils étaient tous sur le terrain. C'est-à-dire, il y avait Ménez, Valbuena. C'est-à-dire, il était dans un dispositif tactique 4-2-3. Voilà, c'est ça. Oui, c'est clair. Mais petit bémol, moi je dirais, dans la rentrée de Valbuena, c'est qu'on sent qu'il n'a pas vraiment d'automatisme avec Karim Benzema. On a vu que des fois, il se marchait un peu sur les pieds et c'était bien dommage. Moi, je pense qu'il faut leur donner un peu... Déjà, j'aimerais bien que tu me trouves un joueur avec lequel, dans cette équipe de France, Karim Benzema a des automatismes. Et en même temps, j'aimerais justement... Pas vraiment, j'ai pas senti une vraie complémentarité hier entre les deux. J'ai pas vraiment senti une grande connexion footballistique. De toute façon, t'as pas le choix. J'aimerais bien demander justement à Farid ce qu'il a pensé de cette rentrée de Valbuena et par rapport justement à l'apport de Ménez. Qu'est-ce qu'il pense de Mathieu Valbuena en équipe de France? Alors, actuellement, numéro 10, on n'en a pas 10 français. Valbuena, moi, je suis pas marseillais. J'annonce la couleur tout de suite. Maintenant, j'ai trouvé... Moi, je pense que Valbuena, c'est l'un des meilleurs tireurs de coups de pied arrêtés déjà de notre championnat. Ça, c'est il est très très fort, vraiment. Il m'exaspère, je l'ai vu plusieurs fois en vrai jouer, mais c'est un très bon joueur. Maintenant, voilà, concernant le match d'hier, c'est une super entrée. Voilà, c'était comme disait Raphaël, c'est le lien qu'on n'avait pas avant entre l'attaque et les milieux défensifs. Et sur ça, voilà, je vais extrapoler, mais il a un peu de gabarit espagnol. Tu vois, il a un peu ce jeu, tu vois, de passe gauche-droite. Moi, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé hier l'entrée de Valbuena. C'est vrai que Valbuena a fait une rentrée séduisante, mais je suis toujours, peut-être on me dira, je suis mauvaise langue,
Mais je pense que est-ce qu'on peut vraiment construire quelque chose à long terme avec Valbuena en tant que numéro 10 ou Valbuena sur un côté parce qu'il peut jouer aussi non mais là c'est en 10 qu'on en a besoin clairement en équipe de France. Donc ça serait quand même un système très risqué de démarrer avec un 4-2-3-1 je sais pas, moi j'aimerais voir ça parce qu'on est souvent en difficulté au milieu de terrain. Et ce système-là, peut-être qu'en cours de match, il peut être intéressant. Autant là, il peut être. Mais d'ailleurs, j'ai la question d'un auditeur pour nous tous et même pour Farid. Est-ce que Nasri serait pas la solution à ce milieu de terrain? On en a déjà parlé. Justement, tu dis quoi? Quelle est la particularité de Valbuena? Il se prend pas la tête. C'est le contraire de Nasri. Contrôle passe. Voilà. Je pense qu'on a répondu à très cher auditeur de Score Plus. On Merci sent beaucoup. qu'il y a de la simplicité dans le jeu de Valbuena. Mais tu me disais une solution à long terme. Je pense qu'on peut tabler au moins sur du moyen terme avec Valbuena. Il va sur ses 27 ans, il me semble. On a pour objectif à court terme, c'est la Coupe du Monde 2014 dans 2 ans. Je parlais pas tellement de ça. Moi, je parlais plutôt du fait qu'il ait des périodes, qu'il ait un peu des périodes. Et c'est ça aussi. Tout le monde en a. Benzema a des périodes de creux aussi. Jérémy aussi a les mêmes problèmes. Et justement, on a besoin de joueurs constants et de certitude. On en revient toujours à la même chose. Dans cette équipe de France, on a besoin de certitude. Et pour le moment, on n'en a aucune. On en a zéro. Aucune certitude. On n'a pas un mec qui va te dire bon, même s'il n'est pas à 100 pour ça, il sera à 80 ou 90. Parce qu'en plus, pour moi, le symbole, c'est Matuidi. Parce que là, il fait un match exceptionnel. Mais rien ne dit que le prochain match avec l'équipe de France, il soit à ce niveau-là. C'est ça. Mais de toute manière, tu verras jamais un joueur à 100% tout au long d'une saison, quoi qu'il arrive. Même Cristiano Ronaldo a des moments des passages à vide. Il dure 48 heures, c'est passage à vide. Voilà, c'est ça. On sait bien moins, mais ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas des joueurs du calibre de Cristiano Ronaldo ou de Messi, quoi qu'il arrive. Petite question, parce que finalement on parle du match, mais on n'a pas encore parlé du but. Je me disais, est-ce que tu penses qu'Olivier Giroud est une solution viable en tant que remplaçant, en tant que super sub un petit peu pour marquer, ou est-ce que tu penses qu'il faut le jouer autrement, ou simplement qu'il n'a pas le niveau, que c'était un gros coup de chance qu'il soit là? Question pour Farid. Pour Farid, excuse-moi. Ok. Non, Giroud c'est une solution bis, clairement. Oui. Moi c'est ce que je pense. Voilà, il n'a pas l'étoffe. Tu vois dans son club à Arsenal. Pourtant, il a des mecs comme Cazorla derrière lui, Podolski. Il a énormément de joueurs derrière lui. Si tu n'arrives pas à marquer au moins une fois tous les 2 matchs, c'est qu'il n'a pas l'étoffe. Benzema, on a Benzema quand même. Tu vois, on a Benzema. Faut pas cracher dans la soupe. Benzema, c'est le titulaire. Il est titulaire. Tout le monde dit qu'il a pas de titulaire. T'as pensé quoi de sa prestation hier? De Benzema? Oui. Alors, beaucoup d'exaspération, mais en même temps, je me dis, moi j'ai un avis personnel sur Benzema, c'est pas un vrai attaquant de pointe. Tu vois, c'est pas un Falcao, le mec qui tu vois, il a c'est pas un buteur pur. Ouais, c'est pas un buteur pur, il est trop, tu vois, il se regarde trop jeu, Benzema, il veut tenter des choses trop parfaites. Il aime pas la médiocrité, à mon avis, ce mec, tu vois. Il a annoncé ça, il avait 20 ans, je sais pas si vous vous souvenez, quand on lui disait qu'il était ton idole, il disait c'était Ronaldo, moi Zidane, voilà, je vais être le numéro 1 au monde, alors qu'il venait de gagner, il venait juste de gagner, son seul CV, c'était la Gambardella, tu vois. Donc je pense qu'il aime pas la médiocrité. Et ça se voit dans son jeu, tu vois, il n'a pas la grinta du gagnant pur. Il cherche la perfection, quoi. Et que ça marche une fois. Tu vois, ce mec-là, il essaie de tenter à chaque fois des choses qu'il pense qu'il va réussir. Et justement, est-ce que tu as... Vas-y, tu vois. Justement, est-ce que tu n'aurais pas l'impression que Benzema a réussi des trucs compliqués et raté des trucs faciles? Je pense à sa frappe à la 33e qui est pas facile et qui finalement demande un grand arrêt de Casillas et qui se foire complètement à la 66e sur un but vide. Est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il tente un peu trop, il réussit des trucs durs et que finalement quand tu lui demandes un peu de la simplicité, il veut faire beau et ça, au détriment de l'efficacité. C'est exactement ça, il se regarde, moi je pense qu'il se regarde, il tente que des trucs, il essaye de faire que des trucs beaux, tu vois. Mais ça se règle, ça. Il a cette pression du Real de Madrid, faut quand même, il a quel âge Benzema? Il a 25 ans. C'est génération 87, il a 25 ans. 25. Ça se règle, ça. Maintenant. Je pensais qu'il avait 24 ans, mais il a quand même une énorme pression. Il faut pas oublier qu'il est au Real de Madrid. Il y a Higuaín qui titille à chaque fois. Il y a Mourinho dans son dos. Il y a des mecs comme Cristiano Ronaldo. Il a une pression énorme. La France, tu vois, là, ces derniers temps, il parlait de construire une équipe sur Benzema.
Tu crois qu'il lit pas les journaux, tu crois qu'il n'entend pas tout ça. Le mec, il est sous pression. Zidane, faut pas oublier qu'il a mis 6 mois avant d'arriver à s'épanouir au Real de Madrid. Au début, tout le monde disait que c'était une connerie, tu vois. Et là, ça fait quand même pas mal de temps. Voilà, ça fait plus d'un an et demi que Benzema est déjà au Real. Plus. Ouais, mais attends, mais il a toujours cette pression. Je sais pas, enfin, t'as regardé le début de la saison. Il n'était pas titulaire. Hein. Ouais, mais bien sûr, mais de toute façon, il a toujours il est au Real Madrid, donc il aura toujours cette pression de ne pas être titulaire indiscutable. Ouais. T'es au Real Madrid, t'es sujet à la concurrence. De toute manière, depuis sa période Lyon, on sait que Benzema, c'est pas un gros starter. Hein. Il commence doucement, un petit diesel. Hein. Ça a toujours été le cas. Il commence sa saison au mois d'octobre. Ouais. Sauf l'année, saison qui était dernière, qui était un peu une exception. Juste une petite dernière question. Que ce soit en première mi-temps, en deuxième mi-temps, on a vu deux systèmes tactiques différents de Deschamps et pourtant toujours Benzema un peu seul en pointe. Est-ce que tu verrais pas un attaquant supplémentaire pour l'aider, soit un qui est déjà sélectionné, soit un autre auquel tu penserais? Ils ont essayé déjà l'association Giroud-Benzema, bon ça n'a pas marché. Pour ça, j'aimerais juste, même, voilà. Désolé de t'interrompre, j'aimerais juste rebondir sur ça 10 secondes. Ouais. C'est pour dire, les trucs qu'on nous vend dans les médias en disant il faut qu'on le vendait. Ah oui, mais là on nous le vendait. On nous le vendait parce que ça n'avait pas été essayé justement. Ah, mais je vais te là ça a été essayé et ça n'a pas été bon. Voilà. Au moins on a essayé. Non mais c'est juste pour dire. Moi j'ai une question à vous poser. Ouais. À votre avis, c'est quoi le problème? C'est Giroud ou Benzema dans cette association? Pour moi, la solution c'est Rémi. Mais après, chacun son. Le retour de Rémi. Je pense que Benzema-Rémi peut faire relativement mal. Quand je vois le match de Benzema hier, je me dis qu'il est pas forcément. Hier, il est pas indispensable à l'équipe de France. Moi, je pense que le problème, c'est vraiment Benzema. Moi, je vois pas Benzema jouer avec un autre attaquant. Personnellement, Benzema, je le vois combiné avec des ailiers qui resteront sur leur côté au fil du match, mais pas avec un attaquant supplémentaire. Non, parce que tu vois au Real que Cristiano des fois prend la place de Benzema. Cristiano n'est pas un attaquant. Ouais, non, mais attends. Benzema dézone très souvent. Pas un buteur. Benzema dézone très souvent. C'est quoi Benzema dézone très souvent. Quelle est la critique de ça? On n'a plus d'attaquant de pointe. Est-ce qu'un deuxième pourrait justement faire office de cela et il se marcherait sur les pieds constamment. Moi, je pense que la solution, ce serait d'avoir des joueurs sur les côtés qui seraient capables d'avoir de la finition, de planter des buts, tout simplement. Pour notre auditeur au téléphone, donc c'est le système finalement avec deux attaquants pas intéressant, parce que je t'ai interrompu. Ouais, non, moi je trouve pas ça intéressant. Benzema suffit. Maintenant, la solution, c'est d'avoir un vrai ailier droit. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. C'est à gauche, Ribéry, tu vois. Enfin, on n'a pas parlé de Ribéry. Hein. Enfin, tout le monde a encensé Ribéry. Moi, je l'ai pas trouvé extraordinaire hier, Ribéry. On l'a pas encensé. Il a loupé des trucs très simples, bizarrement. Ouais, il y a cette passe D à la dernière minute qui sauve un peu sa prestation. Mais c'est vrai qu'il s'est beaucoup compliqué la vie pendant tout le match, Ribéry. Tu sens qu'il est volontaire, il essaie. Mais voilà, moi sinon, l'autre dernière petite satisfaction que je retiens de ce match, c'est qu'on a complètement oublié Samir Nasri. Et que le cas Samir Nasri est passé aux oubliettes l'espace d'une soirée, l'histoire même de 2 soirées. Et je pense que ça peut être une bonne chose sur le long terme. Moi, là, au moins, on a bien vu que Samir Nasri n'était pas la solution que beaucoup espéraient en équipe de France. On peut réussir sans Samir Nasri. On sent de la rancœur vers toi. Et surtout, on va mieux réussir avec Abou Dhabi qui va revenir. On croise tous les doigts. Et surtout, Gonalon en équipe de France. Oui, je suis bien d'accord, on va rebondir sur ça. Faut arrêter la blague. Ouais, c'est vrai. Écoute, merci beaucoup Farid de nous avoir accompagnés pendant ce court instant. Merci à toi de nous avoir proposé ta vision des choses. Merci. Merci à vous. Ciao. Ciao. Écoutez messieurs, il nous a proposé un sujet tout fait pour enchaîner, je dirais. Mais on va peut-être enchaîner après une courte pause musicale. D'ailleurs, c'est petit repos. Le DJ. Ouais, c'est moi le DJ encore une fois. Scream, Where You Should Be. Ouais mon gars. Outside the Box 2009. C'est pour toi garçon. Allez, kiffe.
Where You Should Be by Scream, world exclusive, so emotional, so intense. Those chord changes break my heart. That song is literally made for breakups. I said to Scream I nearly break up with my boyfriend just to listen to that for 5 minutes and get back together with him. Amazing. From the album Outside the Box in August. Okay, mop away the tears. Donc nous revoilà dans Score Plus avec mes chers collègues et mes chers auditeurs bien sûr et téléspectateurs par la on même ne néglige occasion. Personne Score Plus. Personne. Exactement. Donc on va reprendre un peu sur cette équipe de France et sur ce match contre l'Espagne avec une grosse déception, je dirais une très grosse déception. Non, je prépare déjà, je sais ce que tu vas dire. Pour que ça soit une déception, il faut déjà qu'on attende quelque chose de lui. Bah personnellement, on sait que ce joueur, on parle on parle de Maxime Gonalon, bien sûr. Maxime Gonalon. Voilà, alors si tu pouvais me laisser continuer, Walid, merci. on sait que tu as l'habitude de me couper la parole. Non. Mais non. Donc bah écoutez, c'est un joueur qui a vraiment beaucoup de potentiel. On sait qu'il avait débuté très jeune à Lyon. Je me rappelle de certains matchs contre Liverpool où il donnait la victoire à Lyon justement en Ligue des Champions. C'était vraiment venu de nulle part, clairement. Attends, c'est un pro, il a fait au moins 20 matchs de Ligue des Champions, Gonalon. Ouais. S'il te plaît. C'est ce qu'il a, c'est ce qu'il a dit avant France-Japon. Voilà. Mais justement, on va y venir. Et je m'attendais vraiment à plus de joueurs, tout simplement, juste à plus. Peut-être que c'était pas le bon match pour le lancer dans le grand bain. Peut-être qu'il fallait le faire commencer avec un match avec moins d'enjeux. Peut-être que le bain est trop profond pour lui aussi. Parce que Gonalon, c'est bien, c'est un bon joueur de Ligue 1. Mais là, tu joues contre l'Espagne, t'as des Xavi, t'as des Iniesta, c'est le top niveau mondial. Ouais. Et tu mets Maxime Gonalon. Je pense qu'il a fait ça par manque de solution. Didier Deschamps, clairement. Il aurait pu mettre un Etienne Capou quand même. Ouais, mais Etienne Capou, il a moins de certitude que Gonalon à l'heure actuelle. Comme l'a dit Gonalon, paradoxalement, il a déjà 20 matchs de Ligue des Champions à son actif. Et t'as plus peut-être de garantie finalement avec Maxime Gonalon qu'avec Etienne Capou. Après, on va faire encore du Madame Irma, mais si Deschamps avait eu Diaby, il n'y a aucun doute là-dessus que Gonalon n'aurait pas été sur la feuille de match. Je pense qu'il ne faut pas trop s'attarder sur sa prestation dans ce sens où de toute façon il n'est pas forcément dans les plans de Deschamps sur le long terme et où on risque pas forcément de le voir titulaire à tous les matchs de l'équipe de France. Ouais. Moi, c'est une prestation comme celle de Menez m'inquiète beaucoup plus, dans le sens où on attend beaucoup plus d'un joueur comme lui. Ouais. Et puis je pense que même s'il aurait eu, je dis ça comme ça, mais même un profil à la Clément Chantôme me plairait plus que mais après, Gonalon. Peut-être que Chantôme ratisse un peu moins. Tu vois, dans le profil Gonalon, c'est vraiment un mec qui va juste, qui va casser, qui va récupérer du ballon. Alors dans ce cas-là, Etienne Capou dans ce cas-là. Etienne Capou. Je vois que lui à ce poste-là. Et quitte à jouer très physique, autant prendre que des mecs ultra physiques. De toute façon, j'espère que Deschamps réitérera un petit peu son 4-2-3-1 de deuxième mi-temps. Faut pas trop rêver. Mais le truc, c'est que là, on joue contre l'Espagne et que le 4-2-3-1 était bien adapté. Mais contre une équipe recroquevillée, quand Benzema décroche comme il l'a fait là, je sais pas si ça va forcément apporter des grandes solutions. Tu vois. Mais est-ce que ça va pas le crisper, ce joueur, justement? Moi, je reviens à Maxime Gonalon. Est-ce que ça va pas le crisper d'avoir fait une prestation aussi mauvaise dans un grand match? Mauvaise, c'est peut-être un peu exagéré. Elle est pas catastrophique. Je suis désolé. Elle est juste très moyenne. Elle est très moyenne. Et c'est vrai que après c'est pas facile de débuter face à l'Espagne. C'est pas forcément le bon match, comme le disait Raphaël. Ouais. Tu vois. C'est pour ça, moi je me dis. Valbuena, c'est pareil, on l'encense, mais Valbuena qui dit que s'il avait été aligné d'entrée de match, qui dit qu'il aurait été aussi efficace. Tu vois, à la 60e, tu rentres, t'es frais, l'Espagne est fatiguée, elle est usée physiquement. Donc forcément que ça met en avant la bonne prestation de Valbuena, mais d'entrée de jeu, je pense qu'il aurait pris le bouillon avec tout le monde. On a
toujours pour parler un peu de nos milieux, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Yohan Cabaye ? En même temps, c'était pas forcément le meilleur match pour qui propose tous ses atouts. On sait que c'est un joueur qui aime bien jouer au ballon, qui aime bien faire de longues passes en profondeur, et c'était pas forcément. C'est ça. C'est-à-dire qu'un 6 relayeur, au moment où Benzema est annihilé derrière une vague de milieu rouge, c'est ça. À partir du moment où en première mi-temps t'as pas la balle, de toute façon, faut pas compter pour un Cabaye pour être brillant. Je pense qu'en cas de méforme ou de blessure de Valbuena, Cabaye peut faire un 10 de secours. Je dis pas que c'est la même. C'est pas forcément, oui. C'est pas forcément la même trempe, hein. Tu vois, je veux dire, c'est beaucoup moins en percussion. Si on fait la liste des numéros 10 potentiels, bon, moi je mets Cabaye dans le lot. Non, mais je pense que déjà, si t'as pas le Valbuena, tu joues pas avec de numéro 10, tout simplement. Bien sûr. C'est sûr. C'est ça, après, il y a le système qui s'adapte. Ouais. Mais au milieu de terrain, globalement, le truc, c'est qu'avec cette équipe de France, on en avait parlé la dernière fois, on n'a toujours pas de milieu de terrain type. Encore parce qu'il y a toujours des blessés, il y a toujours des absents. Ce 4-2-3-1 a porté ses fruits finalement, on a eu des satisfactions. Donc je pense que Deschamps n'hésitera pas à le reconduire d'ici peu, d'ici la prochaine rencontre. On sait qu'il l'affectionnait déjà avec Marseille. Je pense que ça avait bien marché. C'est un véritable déclic dans le sens où je pense que Ménez passera à la trappe. Parce que là c'était peut-être le match de trop pour Jérémy Ménez, il lui a beaucoup laissé sa chance. Et Valbuena, au contraire, comme à Marseille, il était un peu relégué sur le banc de touche. Et comme à Marseille, je me demande s'il va pas une nouvelle fois gagner sa place en tant que titulaire avec Didier Deschamps. C'est ça, on sent qu'il relève souvent des défis. Hein. Il aime bien, personne l'aime. Il y a un grand délit de sale gueule dont il est victime quand même dans le foot français. Peut-être mérité, parfois à juste titre. Le délit de sale gueule, c'est jamais mérité. C'est jamais mérité. Quand j'entends des mecs qui me disent Valbuena, je l'aime pas. Mais pas pour sa petite taille, mais plutôt pour son comportement. Non, ouais, c'est sur les joueurs, au niveau des joueurs en eux-mêmes, je pense qu'il doit avoir un petit problème d'exaspération face à certaines attitudes qu'il a. Je vais pas revenir sur le. Oui, voilà, j'ai même pas envie de revenir sur ça. On revient pas là-dessus, mais bon, bref, on n'est pas là. Pour redescendre d'un cran, messieurs, avancer un petit peu sur le débat, la défense. Donc on a eu, si je me trompe pas, Evra, Sakho, Koscielny, c'est ça, et Debuchy de gauche à droite en étant Hugo Lloris. Hugo Lloris, superbe, excellent. Il nous a sauvé l'équipe de France en fin de première mi-temps. Il va te le chercher. Il va le chercher admirablement bien. Le double sauvetage contre. Et c'était pas dit quand même parce qu'on n'a pas parlé du match contre le Japon qu'on a perdu 1-0. Et je me dis finalement c'est une très bonne chose qu'on n'ait pas fait d'émission lundi parce qu'on aurait dramatisé à fond la défaite contre le Japon. Vous auriez dramatisé. Et on serait passé pour des cons. Je t'assure que j'ai parié à qui voulait bien l'entendre que la France allait faire un résultat. J'avais parié sur un 1-0 de la France. Mais en ce moment, t'en as plein des mécènes comme ça qui viennent et qui te disent je l'avais dit. A posteriori, il y en a beaucoup qui apparaissent. Oui, c'est ça. C'est étonnant. C'est comme les supporters de l'Espagne. C'est comme les supporters de l'Espagne qui avaient une tente obscure espagnole. D'un coup, ils ont changé de nationalité. Oui, non, français. C'est vrai que j'avais jamais pronostiqué une finale de Ligue des Champions la saison dernière. Ensuite, je m'envoie des fleurs. Mais pour revenir à la défense, Patrice Evra qui a été bon. Prestation correcte. Silence, messieurs. Si, il a été bon. Attends, pour une fois que je le vois bon, je peux te dire que j'ai ouvert les yeux 2 fois, je me suis mis des claques. Bon, pour moi, c'est quand on fait pas les 2, 3, 4 conneries qu'il fait toujours dans son match. Dis-moi 2 conneries qu'il a faites. Il y a un moment donné, je me souviens très bien, il y a Matuidi qui le lance. Je crois dans la profondeur, il fait un contrôle. C'est pas une connerie, c'est pas préjudiciable. Ouais, voilà, offensivement, c'est pas, ça coûte pas un but. D'accord, mais dans ce cas-là, les autres. Il était dans le placement. Mais c'est vrai pour que une défensivement, il a été assez bon, moi je dirais. Evra a été bon. Après, on sait qu'il a été aidé par la sortie prématurée de David Silva. Quand t'as plus Silva sur les côtes. T'as senti Cazorla qui rentre dans un match, il était pas vraiment prêt à rentrer aussitôt. C'est un joueur d'axe de toute façon. Mais même, quoi qu'il arrive, il rentre dans un match aussitôt, il est pas préparé, que ce soit psychologiquement ou physiquement, on sait que c'est plus facile d'annihiler un joueur comme ça, quoi. Voilà. Mais je peux pour te dire, pour une fois que je vois Patrice Evra bon et que j'ai pas grand chose à dire sur son placement défensif, je préfère le dire haut et fort. Parce qu'en fait, le problème d'Evra souvent, c'est qu'il monte à outrance et que du coup, il oublie de se replacer. Là, comme tu joues l'Espagne à l'extérieur, tu te dis, on risque peut-être de prendre une rouste. Je pense que Deschamps les avait prévenus. Même les joueurs, justement, avaient un peu peur, forcément, tu joues l'Espagne. Donc, à mon avis, Evra s'est lui-même canalisé. Il est beaucoup resté derrière, il est peu monté. Et les fois où il est monté, il a quand même apporté un allant offensif qui est pas négligeable. Ouais. Pour parler de Sakho et Koscielny, je pense que le bilan de chacun, c'est un bon match et une grosse erreur chacun. C'est ça. De toute façon, Koscielny, on est
il est coutumier du fait, j'ai envie de dire. Ouais. À Arsenal, c'est Malheureusement, pas la ouais. première fois, malheureusement. Mais il a justifié le port de protège-tibia, hein, Koscielny. Véritablement, Mais c'est violent. Sa faute quand même, Sa le faute penalty, est- je trouve qu'elle est grave de faire une faute pour un défenseur central comme Bah, ça. de louper un dégagement tel qu'il fait, parce que finalement, c'est quoi, il loupe un dégagement? C'est ça. Mais ça, ça lui arrive souvent avec Arsenal. Mais je trouve ça quand même grave mais bon. pour un international. Ça aurait Bah, été un joueur de si, elle est quand même grave, elle est idiote sa faute. Mais de toute façon, les deux défenseurs centraux font des fautes qui n'ont pas lieu d'être à ce niveau-là. Voilà. C'est sûr. Je veux dire, le marquage de Sako est catastrophique. Mais je Koscielny, comprends pas qu'on puisse voir ça. c'est moins à ce excusable niveau-là. dans le sens où il devrait être Non. un peu plus patron de la défense. Il devrait un peu plus guider le Sako qui reste quand même, même si on a l'impression. encore Oui, une non, mais fois je vois ce qu'il que tu est veux dire. vieux, Mais il reste l'éternel quand même jeune. problème avec cette défense, c'est qu'il n'y a pas de stabilité. Donc, Ouais. de toute façon, cette défense, elle est toute neuve, elle est nouvelle, elle a aucune. Combien de fois elle a joué ensemble? J'ai pas vérifié les statistiques, Il mais me semble qu'ils ont ça fait- que 2 matchs. Mais voilà, Deux c'est ça, matchs c'est ensemble. moins de 5 matchs ensemble, donc à partir C'est de là, ça. t'as pas d'automatisme. C'est- Voilà. Et Mais- à la relance, c'est pas bon du tout ça. Mais quoi qu'il arrive, moi j'ai beaucoup d'espoir en Koscielny. Moi aussi. Je le suis à peu près à Moi, je sais à pas, Arsenal. je suis mitigé. On sent quand même qu'il y a un potentiel. Le mec est très bon niveau physique. Il défend beaucoup voilà. debout et dans la relance, ça. Wenger l'a beaucoup fait progresser. C'est ça. Et sur corner, il est pas mal aussi. Bah, Dans l'apport offensif. paradoxalement, dans le jeu aérien, il est petit, il paraît frêle, mais il apporte beaucoup. Mais en fait, si tu veux, c'est vraiment l'envie qui est là. Il a pas peur d'aller au duel, il a pas peur de sauter vraiment haut et d'aller au duel avec des grands joueurs comme Des Ramos, Golgoth, comme ouais. Busquets qui est vraiment impressionnant physiquement. Et pourtant, il y va et il se gêne pas. Et c'est un type de joueur que j'apprécie. Mais moi, pour le coup, sur le but espagnol, j'ai quand même trouvé Mamadou Sakho Passif un peu. passif et je trouve ça vraiment problématique. Je veux dire qu'à ce niveau-là, bon, Il a fait des très bonnes Ramos, interventions Ra- dans oui, le non, jeu. mais je remets pas en cause le reste de Intervention. son match, mais je te dis à ce niveau-là, quand Ramos, parce que tu vois les Espagnols, ils font un écran offensif qui Busquets, gêne ouais. qui gêne un peu les défenseurs français. D'ailleurs, ça a Mais marché qu'à ce tout le match. niveau-là, hein. voilà, mais tu te laisses embobiner par une technique comme ça. Je veux dire, ça me pose quand même problème. D'autant que Ramos fait sa première tête, la balle ressort. Donc Sakho a le temps quand même de Non, mais voir venir. il est gêné sur l'action. Il faut bien la revoir. Ah, mais c'est ce que je te dis. Il est gêné au début. Il se laisse. Ah, mais Ouais. justement, il se fait Après, avoir comme un bleu. Sur le but, Et sur il le est- deuxième centre, Yoris fait une parade Voilà. qui est pas forcément utile. Bizarre. Il est sur le centre. Il est sur la trajectoire du centre jusqu'à ce que Yoris sorte la balle sur Ramos. Ça, là, à moins que partir ça de soit ce un moment-là, martien, il Voilà. peut pas. Et puis moi, je le placerai quand même Sakho un poil au-dessus de Koscielny qui a fait 2-3 erreurs. Et c'est vrai que Sakho a fait Sur ce match-là, globalement un bon match. Oui. Il a été très utile, notamment, tu sais, au début de la rencontre où quand même ça pleuvait. ah oui, il y a quand même eu on des eu très, percussions très de Pedro chaud. dans l'axe qui ont été assez dangereuses. Hein. Voilà, on a Lloris eu- nous a sauvé plusieurs fois. On a eu très très peur. Et puis là, je me souviens de 3-4 trucs qu'il a réussi à nous arrêter. Qui étaient. Bon, après, Koscielny, moi, c'est vrai que je lui pardonne. Dans le sens où il n'est pas forcément dans une période qui est très excellente. Et en club, il est un peu en proie au doute avec Arsène Wenger, qui l'a un peu désavoué, faut le dire, un peu publiquement. Après le match contre Chelsea. Voilà, donc c'est pas forcément évident pour lui. Et peut-être qu'il faudra lui laisser un peu plus de temps. Ouais, mais je pense que c'est une charnière défensive qui me plaît en tout cas à l'heure actuelle. De toute façon, c'est une charnière d'avenir. Après, reste à voir si Mbiwa s'imposera ou pas. Mais c'est ce type de charnière qu'on va voir. Je veux dire, Rami Mexes, je suis bien content de De toute façon, ça sera un ménage à 3 si vous voulez entre Mbiwa, Koscielny Voilà, c'est et ça. Sakho. Quoi. Ouais. Ça va se jouer entre ces 3 là. Il y a 2 places pour 3. On arrive au dernier luron, je dirais, de cette défense. Hein. Mathieu Debuchy qui a été en difficulté, je dirais, tout au long du match quand même. Hein. Une première période pleine de déchets techniques, de relance foirées. Que ce soit Pedro ou Jordi Alba, il a beaucoup été mis en difficulté, C'est ça. mais comme le dit Walid, en même temps, il n'est pas vraiment aidé sur son côté. Quoi. Par Jérémy Ménez. Ouais. Quand tu as Jérémy Ménez sur ton côté, Debuchy doit le savoir avant le match. Hein, Mais c'est vrai que ça ne pardonne pas non plus, comme le dit Robin, les déchets qui sont. Et ça reste quand même un problème. Je veux bien que le mec joue il se au précipite LOSC, un peu trop des qu'il fois. soit en Ouais, Ligue mais des Champions, Contre etc. l'Espagne, tu mais peux ça pas reste quand vraiment même- pas. Quoi. Tu peux pas me dire qu'il a pas vraiment été aidé parce que on peut le voir tout au long du match. Gonalon Ouais, et voilà, mais Yohan t'avais le Cabaye, ils décalage venaient couvrir. T'avais quand le même. décalage des défensifs droits qui venaient essayer de couvrir, Ouais. mais c'est aussi le rôle de Ménez de Et gêner la justement, relance. Ménez a justement dans ce système tout déséquilibré. C'est-à-dire que à partir du moment où c'est plus Ménez mais Cabaye et Gonalon qui doivent revenir, et ben le jeu il va pencher et tu regarderas Et ça- tous les contres sont partis de la gauche. Ah, mais Donc c'est il y avait ça. Ménez Alors, sur le terrain. Le milieu de terrain de Deschamps est basé sur comme on l'a dit, sur la proximité des milieux de terrain. Mais du coup, si t'as Gonalon et Cabaye qui doivent dézonner et venir sur le côté droit, t'as le milieu de terrain qui s'élargit et ça laisse de l'espace. Voilà. Donc c'est vrai que là, pour le coup, Ménez, il a une double. Mais alors,
l'apport de Jallet, est-ce qu'il serait pas meilleur? Non, mais clairement, Jallet, c'est limité aussi, Jallet. Non, mais là, me sautez pas dessus. Oui, c'est une question, j'entends bien, mais je veux dire, Christophe Jallet, c'est un bon joueur de Ligue 1. C'est sympa, c'est un bon joueur de Ligue 1. C'est un mec qui peut être titulaire dans une bonne équipe de Ligue 1, qui peut être titulaire au Paris Saint-Germain pour aller chercher le titre. Je vous fais même le pari qu'il sera plus titulaire au Paris Saint-Germain avant la fin de la saison. Voilà. Ah, c'est sûr, Grégory Vanderville, moi je vous assure que c'est un client. Hein. Ouais, voilà. Pour l'instant, il a pas montré encore grand-chose. Faut lui laisser le temps de s'adapter. Non, mais voilà, pour l'instant. Mais je veux dire, Jallet en équipe de France, on joue l'Espagne. Jallet, c'est un mec bien, il est gentil. Je me souviens un peu des commentateurs de Monsieur Lizarazu sur la première chaîne de télévision française. Pour prendre un peu deux rôles de Parisien à contrario et faire, tu vois, un espèce de contraste entre Blaise Matuidi et Christophe Jallet, si tu veux. Blaise Matuidi, le mec qui venait en équipe de France il y a un peu moins d'un an, pour ce monsieur-là, à la limite, il devrait être heureux d'être en équipe de France. Et finalement, il a prouvé sur ce match-là qu'il avait sa place. Alors que Christophe Jallet, c'est venu comme une évidence pour la presse française. À un moment donné, il y a ces phénomènes de mode qu'on comprend pas trop. Et moi, je suis désolé, moi, Christophe Jallet, je vois ses performances toutes les semaines. C'est quand même un mec qui te laisse des boulevards derrière son dos, qui offensivement a une certaine technique. On l'avait vu à Marseille au Vélodrome, il avait pris. Voilà, donc il est souvent en difficulté. Et encore une fois, ce sont des postes, les latéraux, où c'est compliqué, pas seulement pour la France, pour toutes les équipes, de trouver des bons joueurs. Parce que c'est pas forcément pour nous déplaire, puisque de l'autre côté, ça favorise l'attaque. Et les bonnes équipes où on a des bons latéraux, où on a deux bons latéraux, bah, citez-moi-en, il y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Moi, je vois le Brésil. T'as le Barça, Jordi Alba. Non, mais je parle en équipe nationale. Il y a l'Angleterre. Hein. Glenn Johnson, Ashley Cole, Ashley Cole, c'est quand même du solide, moi je dirais. Pas mal, même si Johnson. C'est pas mal. Ashley Cole, meilleur à rigoler. Ashley Cole, oui, c'est le meilleur au monde à son poste, clairement. Donc, écoutez, on a conclu sur cette défense. On sent que ça cherche une stabilité, je dirais. Clairement, des automatismes et une stabilité qui va venir avec le temps, avec le temps de jeu. Mais vraiment. Comme dit Walid, je pense qu'il faut vraiment pas s'enflammer. Il faut se calmer. C'est ça. On a fait match nul contre l'Espagne, d'accord. On marque à la 93e minute. Je veux dire, Giroud, comme tu l'as dit tout à l'heure, si Benzema se blesse pas, Giroud il entre même pas en jeu. C'est ça. Donc c'est quand même ce bon résultat. C'est un enchaînement d'événements qui nous avantagent. Voilà, ça, c'est des événements qui nous avantagent. C'est vrai qu'on a fait une très bonne deuxième mi-temps. J'ai été très très agréablement surpris. Je dirais même, au-delà de la première mi-temps, je dirais même 55 minutes qui sont pas mal. Ouais. Après le but, il y a une période, c'est pas mal. Enfin, le but à la 83e, je sais pas où, moi je me suis levé dans mon canapé, ça fait longtemps que je m'étais pas levé exactement. Comme ça. Ah oui, moi aussi j'étais dans un bar avec des collègues et c'était le gros bordel total. Alors, mais ça faisait très longtemps que j'avais pas vécu un moment comme ça pour l'équipe de France. Voilà, c'est ça. Moi j'aimerais conclure sur le cas d'un joueur qui a fait une entrée pas spectaculaire mais spéciale. Le gentil, le mignon. Oui, c'est ça, c'est Moussa Sissoko. Le plein d'enthousiasme. Mais on a senti quand même qu'il avait vraiment de la hargne et de l'envie, un joueur. Attends, tu fais rentrer un jeune mec qui a jamais joué en équipe de France contre l'Espagne. Heureusement, il a déjà joué. À l'époque de Domenech, il a déjà été appelé plusieurs fois, on sait. Sérieusement, là c'est un vrai match crucial, tu vois. Il avait les jambes qui tremblaient. Il avait les jambes qui tremblaient, mais heureusement qu'il a de la motivation. Il m'a fait plaisir, moi, ce joueur. C'est de toute façon, il a fait une bonne rentrée. Moi, quand il est rentré, je me suis poser la question quand même a priori de savoir pourquoi à la place de Menez. Est-ce que vous voulez jouer Deschamps vraiment? C'est pas forcément son poste de prédilection, mais finalement au fil du temps je me suis rendu compte, j'ai compris pourquoi Deschamps a fait ça. Tu sais que ce joueur, justement tu parlais des galères de Debuchy, et je peux dire que Sissoko il l'a aidé au moins Debuchy. Justement, et tu sais que ce joueur il a été formé en milieu offensif. Là, il joue milieu défensif à Toulouse, mais il a été formé en milieu offensif. Il a déjà dépanné à Toulouse au poste de milieu offensif. À l'époque de Gignac, je me rappelle. Tu vois, il est rentré, il est beaucoup revenu sur son côté droit. Moi, pour l'avenir, c'est sympa. C'est sympa. Moi, juste avant de conclure cette page un peu équipe de France, j'aimerais quand même rendre un hommage à Didier Deschamps. Ah oui, c'est vrai. Et au dispositif tactique. Parce que c'est vrai que... Non, oui, je veux pas revenir sur la tactique en général, mais rendre la prise de risque, le changement. Voilà, Didier Deschamps. C'est nouveau. Tu sais qu'on a eu je passe de Blanc à Domenech. Voilà. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas connu ça. Je vais y venir. Qu'on a eu les tactiques, tu sais, vers 20h15 avec la liste des joueurs présents sur le terrain, je me suis dit bon, c'est quand même culotté et j'aurais bien imaginé un joueur de plus, un joueur défensif de plus. Forcé de reconnaître que franchement ces changements et son dispositif tactique
a été bien mise en place. Il a pris le match à bout de bras. Les changements étaient intéressants, ils étaient intelligents. Il n'a pas déséquilibré son équipe. Au contraire, je pense qu'il a pris le pas sur Del Bosque. Et je vais même me risquer à dire que si Laurent Blanc était toujours entraîneur de l'équipe de France, on aurait perdu ce match. Non, mais ça sert à rien. Je suis d'accord. Mais d'accord. On ne pourra jamais conclure ça, mais je pense vraiment qu'il y a eu un réel apport Didier Deschamps. Ah oui, sur mais ce match. là, t'as complètement raison. Deschamps fait partie des acteurs majeurs de ce match nul. Et tactiquement, on a gagné ce match face à l'Espagne. Et voilà, bravo Didier Deschamps. J'étais pas forcément. Je me disais voilà, ça va être Didier Deschamps, et là il m'a bluffé, le petit Didier. Très bien, merci messieurs, on conclut avec l'équipe de France. On fait juste un petit point classement. Donc l'Espagne première du groupe avec 7 points, juste derrière la France avec 7 points et qui est seconde à la différence de but, plus 5 pour l'Espagne, plus 3 pour la France. La Géorgie étonnant troisième, il me semble qui a battu, si je dis pas de conneries, la Biélorussie. C'est ça, ouais, exactement. Surprenant d'ailleurs, parce que la Biélorussie nous avait causé beaucoup de problèmes avec l'équipe de France, avait posé beaucoup de problèmes à l'Espagne en Biélorussie. C'est plutôt l'inverse. C'est la Biélorussie qui a battu la Géorgie, et la Géorgie qui avait battu en ouverture en premier match. Mais c'est bien ça, la Biélorussie. La Biélorussie. Voilà. Souvenir. Et pour conclure, quatrième Biélorussie et dernier du groupe, la Finlande. Voilà, messieurs. Pour ce groupe. Et un match nul, non ? Oui, un match nul pour la Finlande. Oui. De toute façon, le chemin est encore long d'ici ce mondial 2014. Mais c'est vrai que ça va être compliqué. De toute façon, a priori, la France joue la deuxième place. Enfin, un petit bilan de à partir de ce match nul, je dirais qu'ils peuvent. Oui, mais justement, il faut redescendre sur terre. Je pense que l'Espagne reste quand même largement supérieure à nous, même si sur ce match, on a pu accrocher un match nul. La deuxième place, je pense que c'est l'objectif raisonnable qu'il faut se fixer. Tout à fait. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'on ira en barrage, et ça serait pour moi le minimum a priori syndical, même si faut quand même se préparer à d'éventuels coups durs d'ici ce mondial 2014. Voilà, on n'est jamais à l'abri. Très bien, écoutez messieurs, on va continuer avec les autres matchs internationaux, parce qu'on sait qu'il y a eu pas mal de matchs ce week-end et ces 2 derniers jours. Je vous propose de parler du cas des Pays-Bas. Ouais. Les Pays-Bas qui se sont imposés face aux Roumains 4-1 en Roumanie, ce qui est quand même une performance. Avec un but d'entrée de jeu de Jermaine Lens à la 9e minute, qui a doublé la marque, les Pays-Bas qui ont doublé la marque par l'intermédiaire de Martins. Marika qui réduit la marque pour la Roumanie, et Van der Vaart et Van Persie la Roumanie qui s'était créé quelques occasions, mais les Pays-Bas, c'est une bonne équipe, les Pays-Bas ont surtout en fait brillé sur coup de pied arrêté, que ce soit sur coup franc, le penalty, il y a Van Persie qui met un coup franc, voilà. Van Persie qui continue sur sa lancée, il est vraiment sur une dynamique excellente depuis le début de la saison. Et même si on remonte quelques saisons avant, on peut continuer un petit peu. On parle même plus de ce débat entre qui le meilleur avant-centre entre Huntelaar et Van Persie. Là, c'est devenu clair que Van Persie a pris le pas. Il est en forme pour le moment. Donc, écoute, voilà, pour le moment, je veux dire, les stats lui donnent raison. A priori, même s'il a pas fait un euro, il a fait un mauvais euro, on peut le dire. Van Persie, quand tu vois ses stats à Manchester depuis son arrivée et les stats qu'il a depuis l'année dernière à Arsenal, c'est en continuité. C'est dans la continuité, mais a priori, Huntelaar est aussi un attaquant de choix, un attaquant de renom pour les Pays-Bas. Mais c'est une affaire de choix de Van Gaal. Après, moi je suis étonné, surtout que les Pays-Bas, plus que ce match-là, les Pays-Bas qui sont premiers de leur groupe en ayant gagné tous leurs matchs, il me semble. Je suis étonné que les Pays-Bas se soient si bien remis de leur euro. Je les voyais un peu en difficulté, on sentait des conflits qui partaient un peu dans tous les sens. On sent qu'il y a eu. Et c'est là que Van Gaal, tu sens que c'est un mec qui est carré. Tu sens que Van Gaal, tu rigoles pas. Et puis on sent qu'il y a eu du changement dans cette équipe. Ça a été vraiment rajeuni. Il y a du Jermaine Lens, du Nersing, du Strootman. Je pense qu'il fallait un sélectionneur comme Van Gaal qui assume ses choix et qui les fait. Si tu veux, alors il aurait pu se planter lamentablement, mais bon bah. Et le truc c'est qu'il récupère un taudis. Donc à partir de là, c'est difficile de faire pire. Un taudis composé de pièces de choix quand même. Ah bah d'accord, mais je veux dire, ce qui lui reste de l'Euro 2012, c'est. Il y a une défense à reconstruire, Walid. Et ça c'est plus compliqué. Ça c'est compliqué. Et ça s'est vu contre la Roumanie, qui est pourtant pas une des équipes les plus offensives du monde, mais qui a su secouer les Pays-Bas en quelques occasions. Heureusement qu'ils ont marqué assez rapidement. On enchaîne ? Bah écoutez, moi, je vous propose de continuer. Je suis d'accord. Moi, je suis vraiment d'accord avec toi. Je te propose. Ça m'a surpris. Moi, je vous propose de continuer avec le match de l'Italie. Il est pas innocent dans tout ça.
Italia, bah tiens. Il est beau, c'était. Vas-y, Ah, bah, entame l'Italie sur cette douce musique. Bah écoute, une très belle victoire de l'équipe italienne, hein. 3-1 face au Danemark. Le Danemark qui est jamais facile à Non, c'est à jouer. jamais une équipe facile à jouer. Enfin, tu me diras, il n'y a pas vraiment d'équipe facile à jouer, c'est vrai. Mais Saint-Marin. Non, mais on les avait vus, je veux dire, le Danemark, on les avait quand même vus pas mal à l'Euro. Je veux dire, c'est ça. ils s'en étaient plutôt bien sortis dans ce groupe avec le Portugal, ils avaient fait bonne figure. Voilà, on pouvait se demander justement avec des mecs comme Krondelli, comme Bentner, tu sais que ça peut poser des problèmes. Et on a vu d'ailleurs que le match aurait pu basculer à 2-1. On a vu que le Danemark pouvait faire la différence. L'Italie s'est plus fait peur qu'autre chose quand même. C'est sûr. Après, il y a eu l'expulsion d'Osvaldo qui a changé un peu les choses. Ouais. Mais on sent que cette équipe d'Italie continue sur sa lancée de l'Euro 2010. Elle 2012. Elle était étonnante, moi, la compo de Prandelli. J'ai regardé ça, j'ai regardé le match aussi un peu. Ouais. Voilà, Osvaldo, je l'avais pas vu venir. D'ailleurs, bon, il avait déjà fait le match précédent. Il avait fait un doublé dans le match précédent, donc c'était un peu logique. Mais de toute façon, l'Italie, à la manière de tous ces grands d'Europe, a des certitudes. Donc à partir de là, quand t'as des cadres comme Pirlo, Marchisio, t'as le trio magique, des mecs comme défensivement, c'est très lourd. Quand t'as des mecs comme ça sur qui t'appuyer, tu sais que. Ouais, moi aussi. Baté, je suis moins fan. Moi, je pensais que Milan, c'est vraiment pas. Le souci, c'est que Maggio est blessé. C'est pour ça qu'il y a Baté. Mais d'habitude, c'est Maggio. Balzaretti, j'aime énormément. C'est vraiment un excellent joueur. Non, mais de toute façon, voilà, t'as des garanties défensives en Italie qui sont avérées défensives plus qu'offensives d'ailleurs. Mais il y a quelques potentiels qui montent. Je vois Montolivo qui fait un bon début avec Milan. Oui, bien sûr. Montolivo, c'est un grand dessous. Ouais, c'est un grand dessous, bien entendu. Mais bon. La base de l'équipe, c'est quand même, t'as un trio magique. Ouais. Au milieu de terrain, Marchisio, Pirlo, De Rossi, c'est excellent. Qui est quand même ce qui se fait de mieux au monde, clairement. Ouais. En termes de milieu national. Oui, après, t'as l'Espagne, c'est pas après, mal. on sait, c'est plus offensif. Dans le style, tu vois. Après, on sait qu'il y a du talent devant. Il y a un Mario Balotelli qui a encore tout à prouver, malheureusement, mais qui est vraiment. Je pense que ce joueur a toujours tout à prouver, alors qu'il il a un talent énorme, mais je pense qu'il aura tout à prouver malheureusement parce qu'il en fait qu'à sa tête. Et c'est dommage pour lui et c'est dommage pour les équipes pour lesquelles il joue. Prandelli lui fait totalement confiance. Enfin, il est en train de lui faire confiance et je trouve que la confiance que lui donne, c'est très bien. Il rend ça sur le terrain et ça se voit. Il a fait un très bon match. Voilà. On enchaîne avec la Belgique. 2-0 face à l'Écosse. Voilà. Un match plié en 2 minutes, je dirais entre la 69e et la 71e. C'était pas facile quand même. Et Benteke et compagnie. Benteke, joueur de FC Copenhague, si je dis pas de bêtises. Et Vincent Compagnie, joueur de Man City. Ouais. Un des meilleurs défenseurs centraux d'aujourd'hui. Si ce n'est le meilleur défenseur. Moi j'ai envie de dire enfin cette équipe de Belgique nous montre que son potentiel c'est pas du flanc, c'est pas Non mais je suis d'accord avec lui parce que la Belgique, il y a un effet de mode depuis plusieurs années avec les joueurs belges qui est prédominant en Europe. Ouais. On voit des mecs comme Witsel qu'on la cote. Witsel, Fellaini, Hazard. Tu peux continuer comme ça. Vertonghen, compagnie justement. T'en as des tonnes comme ça. Tu peux continuer. Vermaelen qui reste un défenseur très solide. Il est très bon. Très solide. Je veux dire, t'as plein de joueurs comme ça, des individualités très bonnes. Et tu te demandais quand est-ce que ça allait éclore en équipe nationale. Et là, on commence à voir un début. Je veux dire, la graine a été. Ils commencent à assurer leur match contre les petits, entre guillemets. On voit le début de la pousse. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que ils ont mis un entraîneur qui est assez jeune et qui est au contact en fait des joueurs vraiment. Et on le voit clairement dans le vestiaire avec les joueurs. Oui, moi, j'avais lu d'ailleurs, il y a de très bonnes relations justement entre le groupe et son entraîneur. Parce qu'on sait qu'à un moment, le problème, c'est qu'il n'y avait pas de communication. Eden Hazard qui refusait carrément des fois de jouer les matchs. C'est quand même étonnant venant d'un joueur aussi talentueux. Et là, qui est rentré en cours de jeu, il me semble, donc j'ai pas à la mi-temps juste après la mi-temps en sortie de Dembélé. Voilà, j'ai pas compris pourquoi il était pas aligné. Il me semble qu'il était ménagé. De toute façon, il jouit de moins de notoriété pour la nationale Belgique que à Chelsea. C'est ça. Je t'assure. Il y a toujours eu ce petit problème d'exploitation de talent, je sais pas, mais en tout cas ils ont une très belle équipe. Ils ont une très belle équipe et on leur souhaite de continuer, ma foi, à nos amis belges. Non mais oui, t'as raison. Moi j'attends que ça se concrétise justement. J'attends de voir la prochaine compétition. Voilà, une phase finale, c'est ça. Ouais. Pourquoi pas justement à ce mondial 2014. D'ici là,
Pardon. Eden Hazard aura eu plusieurs années à son actif en première ligue et ça pourrait être l'un des cadres techniques de cette équipe. Ouais. C'est sûr. Bah, quoi qu'il arrive, la Belgique, leader de son groupe avec 10 points, c'est quand même pas mal pour un bon début. Hein. Moi je pense que oui, ils sont bien partis pour aller à ce mondial et ce sera que mérité, je pense. Que mérité pour cette équipe qui a plein de talent. Ouais. Voilà. Bah, j'aimerais continuer avec le feu d'artifice. Il n'y a pas d'autre mot personnellement. Moi j'ai essayé de chercher en préparant cette émission un mot pour décrire ce match. Mais c'est très quand même bizarre. Incroyable ce qu'on a vu. C'est vraiment un match bizarre. Je l'ai revu moi aussi, j'ai pas compris. Ouais. Qui rappelle que la défense allemande ressemble plus à du contre-plaqué que du béton solide. C'est-à-dire que de loin c'est joli, mais tu te rends très vite compte que tu peux mettre un pain dedans sans problème. Et en même temps, il y a un certain Per Mertesacker qui a du mal. Il y a Raphaël. Non, mais ça fait un très bon nom de prêtre, mais en défenseur c'est pas terrible si tu veux. Il est relativement lent. Moi je comprends pas. Schuber quand même, c'est censé être assez bon. Et Hummel s'est blessé ou non, il me semble que. Il me semble pas. C'est ça défense. Parce que moi, ce que vous omettez de mettre, c'est que Mertesacker a une qualité de relance qui est certaine. Et que dans une optique de jouer au football, même si Mertesacker n'a pas les garanties défensives nécessaires, il est pas très vif, il va dire, il est extrêmement lent, Mertesacker. Techniquement, c'est un joueur qui peut se tordre la cheville tout seul en se replaçant quand même. C'est vrai. Mais dans la relance, dans une optique de jeu au foot, c'est quelqu'un d'intéressant. Parce qu'il est toujours propre et il a l'un des meilleurs ratios au niveau des passes réussies en première ligue des défenseurs. Mais alors, en même temps, le problème, il n'est pas que défensif là, parce que tu as une équipe qui mène 4-0 quand même à la 50e minute. Si, pour le coup, il est défensif. Le problème, justement, quand tu mènes 4-0, c'est-à-dire que les mecs devant ont fait leur taf offensivement. Mais peut-être que eux-mêmes n'ont pas fait le pressing nécessaire à la première relance à 4-0, à la 60e, tu te dis, bon, a priori, ça devrait le faire. Si 4 buts, ça suffit pas pour remporter un match, c'est là qu'il faut se poser des questions, tu vois. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que je zappais un peu entre le match de la France et ce match-là. J'ai regardé après la rediffusion, mais je voyais 4-0. Et au final, à la fin du match, je rezappe sur ce match et je vois 4-4. J'ai pas tout compris. Pour moi, la clé, ça n'a pas été tant le réveil de Zlatan, comme on a pu voir. Faut arrêter de résumer toutes les équipes. Je pense que véritablement, un des moments clés, ça a été la rentrée vers la 60e minute. Il me semble que c'était juste avant de Källström. Pour moi, il a vraiment huilé un petit peu ce collectif, il a permis de remonter un petit peu plus et je crois qu'il a délivré 2 passes décisives si je me souviens bien. Donc c'était un joueur vraiment très intéressant et je trouve qu'il a permis de remonter. C'était un petit peu le Valbuena si tu veux de ce match-là. C'est-à-dire que c'était propre, les passes arrivaient, d'un coup ça s'est huilé. Källström, ça a toujours été un très bon joueur de football. De football, le mec a une science du foot, avec le ballon, il est très à l'aise avec le ballon, il est très intelligent. Aussi techniquement dans la puissance aussi. Il a une bonne qualité de passe et en plus il est solide sur ses appuis. Ouais. Donc c'est un mec qui peut t'apporter un certain lien, une cohérence dans le jeu, dans un collectif. C'est ça. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est quand même assez surprenant de la part de cette équipe d'Allemagne. L'Allemagne, du coup, qui se fait un petit peu peur, simplement par ce nul, alors qu'ils accrochaient, qui se fait un petit peu peur. En tout cas, qui a 10 points, maintenant, avec un match de plus sur la Suède qui en a 7. Donc, c'est-à-dire que la Suède peut coller un petit peu l'Allemagne et leur foutre un peu la pression. Et j'aimerais bien voir un petit peu cette équipe d'Allemagne jouer avec la pression dans les phases de poule. Moi, je vois pas du tout la Suède faire un sans faute. Non, mais l'Allemagne, clairement, l'Allemagne va finir. Oui, l'Allemagne va finir premier, mais ça serait intéressant de les voir un petit peu se bouger dans le doute, voir un petit peu leur réaction. Déjà que Joachim Löw était très controversé en Allemagne. On sait que Lyonnais avait fait des déclarations fracassantes à son égard. Et là, je pense pas que ce genre de résultat améliore sa situation sur le banc. Ça fracasse, mais finalement, le mec est toujours là. Et puis le mec. Mais il est toujours là parce que le peuple, si je puis dire, peuple prend sa défense. Il a le soutien. Il est descendu par la presse. Il a le soutien des supporters. Et si tu veux, les teneurs les anciens. Voilà, exactement. Les anciens du football allemand qui le dézinguent à tout va. Mais il a le soutien du peuple et ça c'est vachement important parce que c'est quand même le peuple qui achète les maillots qui va voir les matchs. Je vous le disais déjà l'année dernière, moi je suis un grand fan de Joachim Löw. Ce qu'il fait avec l'Allemagne, je trouve ça génial. Ça fait plusieurs années qu'on voit un très beau football en Allemagne. C'est pas forcément la caractéristique première du foot allemand des dizaines d'années auparavant. Oui, puis on sait puis c'est quand même l'une des meilleures équipes sur
les 3 dernières compétitions, c'est quand même derrière Il l'Espagne, faut des titres à la peut-être la fin. meilleure Ouais. équipe Mais nationale. tu fais bien d'en parler de ce changement parce que je parlais avec des gens qui suivent pas peut-être autant le foot que nous, je dis pas que c'est une tare, mais tu vois, qui sont des spectateurs un petit peu plus intermittents et qui me disaient ah ouais mais tu vois l'Espagne c'est un super jeu, c'est comme l'Allemagne, etc. Et donc tu sais, t'as l'impression que l'Allemagne de tout temps Comme si ça avait été tout le temps a comme ça. proposé un super jeu, et donc c'est là que tu te dis que ce n'est pas le mec-là, cas, que ouais. Joachim Löw a fait quand même un super C'est une travail révolution. en moins de 5 ans de changer des pensées comme ça. Moins de 5 ans, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il était là déjà à l'époque de Jürgen Oui, Klinsmann. c'est pour ça que Ça fait Il était presque. plus Ça dans va l'ombre. bientôt 10 ans, faire c'est 10 un ans. homme de hein. l'ombre. Ouais, ça fait 10 ans, Ça mais va bientôt après, faire 10 ans être qu'il dans- est là. être dans l'ombre, être sur le banc à manger ses crottes de nez en Oh non. live. Je suis désolé, Fallait pas ressortir les dossiers, non. à chaque fois, je suis désolé, mais bon, il a été pris en flag là quand même. Enfin, devant Pour les 90. auditeurs qui prennent ça pour une mauvaise blague, Non, non, mauvais c'est coup, vérifié. Robin c'est mettra la vérifié. vidéo sur le C'est Facebook. voilà, c'est de la vérifié. C'était les photos, les vidéos, on a Mais tous pas les angles. dossiers. Et on a même une palette 3D. Avec le de super l'acteur. ralenti. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, Narine gauche, narine droite. La Spider Cam. il a vraiment fait un travail de fond exceptionnel avec cette équipe d'Allemagne. On Ouais. a vu, il a fait confiance à des jeunes joueurs. Moi, je pense à Götze, Reus, à Müller Voilà, aussi. C'était dur de pas leur faire Non mais confiance. je veux dire, c'est des joueurs qui sont dans un profil complètement différent de ce qu'on trouvait avant en Allemagne. Un mec comme Özil, il y a 20 ans, t'en trouvais quasiment pas dans cette équipe de la C'est Mannschaft. certain. Qui plus est un immigré, et ça c'est quand même assez nouveau par rapport C'est vrai. à Enfin il y a non, 25 ans. immigré. Si, un vrai immigré pour le coup, puisqu'il est originaire de Turquie. Pas le fils d'une personne du territoire qui était immigré. Non, lui, c'est Ouais, mais un- de toute façon, on sait qu'il y a une communauté turque Turc très importante en Allemagne. Mais je veux dire, ça aussi, c'est nouveau par C'est rapport sûr. à il y a 20 ans en Ouais, Allemagne. quand même. Ça C'est n'existait certain. pas. Ça, après, c'est des changements administratifs de pays dont on ne parlera pas ce soir. Socio-culturels. Exactement. Mais Un écoutez, autre débat. moi, je vous propose de continuer avec le cas du Portugal qui a fait un triste match nul. Bah, Vraiment c'était pour triste. faire écho un petit peu au propos de Nicolas Villa qui avait dit que c'était un match sur deux et que le Portugal allait faire un résultat, peut-être pas se balader, mais en tout cas qui nous avait pronostiqué un résultat Qui espérait. en tout qui cas. espérait dans son cœur, mais en tout cas il nous l'avait fait passer ça relativement objectivement. Bon bah toujours pas. Toujours pas. Et le Portugal que qui a ça a été été mené dur. très tôt, hein, la 20e ou 30e minute. 30e il me semble, minute. 30e minute, et qui a été mené jusqu'à la 79e avant le but d'Elder Postiga. Ouais. C'est quand même étonnant de se faire mener à domicile par une équipe d'Irlande du Nord. Pour le coup, l'Irlande du Nord était très solide défensivement et surtout les frères Evans ont été très bons. T'as Donc, l'air surpris. oui, parce que je me coltine, Ah, tu les connais. Evans à Manchester United. Son frère, je crois qu'il joue en Irlande du Nord ou en Écosse, je ne sais En plus. Écosse, il me Écosse, semble, il me ouais. semble. Donc, ils ont fait une grosse partie défensive en tout cas. Qui ont bien gêné les Portugais, donc quand tu défends bien en bloc contre les Portugais, bah vu qu'ils Bah ont voilà, pas c'est d'attaquant ça. de pointe, C'est quand que, tu vois voilà. le match d'avant du Portugal de la semaine dernière, tu vas pas chercher très loin pour la tactique de match. hein. Exactement. Tu vois comment les emmerder et tu fais la même chose. Ouais. Là, c'était un peu le même problème avec le Portugal. Il y a, bon, Mais Postiga ça a marqué. explique pas les errances défensives. Mais non, mais comme nous l'avait dit Nicolas Villas, il nous avait dit, hein, c'est clairement, je pense que c'est ça. y a quand Défensivement, même un t'as mec- pas. Oui, d'accord, t'as Pépé. Pépé en défense centrale, mais ils sont 4, je te rappelle. T'as Ouais. 4, ils sont 4 derrière. Mais Ouais. quand t'as un mec qui te tire à ce point-là vers le haut, normalement ça doit. Non, non, mais attends, c'est pas un mec qui fait la défense. Je suis Walid, d'accord, non, mais normalement moment, c'est faut- censé aider parce que Ouais. moi, Pépé quand même fait des choses extraordinaires au Real Madrid. Bah oui, mais à côté, il a un mec qui s'appelle Sergio Ramos et qui est peut-être le deuxième meilleur défenseur central d'Europe avec sûr. compagnie. Ouais. Donc voilà, c'est ça aussi la clé. Faut pas minimiser tout Bah, ça. mais au final, il a eu tort, hein, notre ami Nicolas Villas, qui nous avait dit que le Portugal c'était un peu un match sur deux. Et Bah, qu'ils peut-être que les allaient- deux prochains matchs ils vont faire un résultat, on sait pas. Non, mais après, on avait aussi beaucoup parlé des difficultés portugaises face à l'Irlande du Nord. Et là, pour le coup, ça s'est avéré. Ça s'est une nouvelle vérifié, fois, quoi. ça s'est vérifié. Mais Mais quand- quand le Portugal n'affiche toujours pas de garantie, que ça soit. Parce que même offensivement, on voit qu'il y a toujours Ouais. pas il y a pas de jeu léché, quoi. Ouais, C'est toujours ça. pas. Avec les joueurs que tu as, on pourrait être en passe d'attendre quand même un peu plus de cette équipe. Puis, bah, qu'en est-il au classement pour finir? La Russie 12e qui profite un petit peu qu'elle est le Portugal dans son groupe. Israël à 7 points, Portugal à 7 points, donc à égalité. Ça, je sens que ça va encore se jouer au barrage comme d'habitude. Bah ouais, de toute façon, le S'il Portugal passe. est coutumier du fait. Oui, hein. mais donc bon. Ils vont retrouver la Bosnie. Voilà, une c'est nouvelle ce que fois. j'allais dire. Donc on enchaîne. Mustapha, le programme, je t'en prie. Bah écoutez, c'est pas la fin de l'émission, non. Je dis des conneries. Bah, on va parler des qualifiés pour la CAN 2013. Des matchs qui se sont déroulés tout au long du week-end dernier. On a normalement un invité, il me semble, pour
pour parler de ce sujet, mais je vous laisse d'abord Walid qui va introduire le sujet. Un peu le sujet, oui, donc avec les qualificatifs de cette CAN 2013. Alors vous allez dire, oui, mais il y a déjà eu une CAN l'an dernier. On comprend pas trop ce qui se passe, pourquoi il y a une CAN au bout d'un an. Effectivement, il y a eu une CAN l'année dernière. Et le problème, c'est que à un moment donné, la CAF a voulu changer le calendrier et passer sur les années impaires. Ça restera toujours tous les 2 ans, donc la prochaine se fera en Afrique du Sud, puis au Maroc en 2015. Voilà, donc après il y a toujours des choses à redire sur l'organisation du football en Afrique. Et là, je dois dire quand même que j'ai vu quelques matchs et quand même j'ai trouvé ça très 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 problématique. D'un point de vue qualité générale au niveau du football, quoi. Les terrains sont mauvais, il y a eu des choses assez inacceptables et on va en parler un peu avec notre invité, en débattre. Techniquement c'est pas bon, même les joueurs qui viennent d'Europe, on a l'impression qu'ils sont tirés vers le bas et donc voilà, c'est pas forcément génial. Alors on va peut-être avoir notre invité en ligne, je ne sais pas s'il nous entend. Bonsoir Nabil. Bonsoir. Salut Nabil, alors tu vas nous parler un peu de ce qui s'est passé un peu sur ces qualificatifs de l'Afrique, en commençant par un pays qui était cher avec la victoire du Maroc 4-0, c'était pas du tout cuit. Tout à fait. En fait, c'était un petit match un petit peu... On va dire qu'il y avait beaucoup de pression derrière ce match, surtout après le départ de Guéret. On savait pas vraiment ce que valait le nouvel entraîneur. Qui est un entraîneur national au passage. Exactement, Monsieur Rachida aussi. Donc il est arrivé, il avait un défi, c'était pas évident en fait un petit peu à accepter comme challenge. Il a relevé le défi et apparemment ça a été fait avec brio puisque l'équipe a gagné 4-0, mais n'empêche que c'était une victoire quand même un petit peu hachée. On est resté malgré le gros score. Moi je suis resté à ma fin, je sais pas si tu as vu le match. Si, je l'ai vu. Moi, Nabil, je voulais te demander, j'ai trouvé quand même un véritable changement, surtout dans l'attitude. En fait, on a senti des joueurs vraiment concernés. J'avais vu plusieurs matchs du Maroc où on sentait justement un manque d'investissement de la part de certains. Et là, j'ai senti quand même une équipe qui allait de l'avant, un public qui a bien poussé derrière à Marrakech. Toujours. Tu dis certains, mais on sait qui est pointé du doigt. On sait que c'est les binationaux généralement qui sont pointés du doigt. Il y avait à un moment un problème entre Guéret et Chamakh, si je dis pas de bêtises. On sent qu'aujourd'hui ces problèmes sont derrière eux. On voit qu'il y a des joueurs comme Barada, comme Karja, voilà, tu parles qui de font le travail. Barada, non, mais ce que je veux, c'est l'exemple type. Barada, c'est un binational et pourtant il a été très bon. Il a été très bon sur ce match et on sait que c'est un joueur local. On salue nos amis de Provins qui nous écoutent. Je sais que ça va faire plaisir à certains. Exact. Alors voilà, si tu peux nous expliquer un peu la spécificité, cher Nabil, de cette équipe qui était composée, je crois, à moitié de joueurs des championnats étrangers et à moitié de joueurs de la Botola, donc du championnat marocain. Exactement. En fait, je pense que Taoussi a su faire ce que Guéret n'a pas pu faire. En fait, Taoussi a fait appel aux supporters marocains. Il a vachement communiqué avec eux. Il a fait d'ailleurs plusieurs appels afin qu'ils puissent supporter, qu'ils puissent venir, c'est-à-dire répondre le jour du match afin de supporter l'équipe nationale. Et donc je pense que, étant donné que c'est un entraîneur national, je pense qu'il a été plus compris par les supporters et plus entendu, qui ont répondu à l'appel. Et je pense qu'il y avait une certaine proximité, il y avait une envie de bien faire qui a beaucoup joué sur le résultat. Je pense que les joueurs avaient envie d'apporter cette qualification. Quand ils ont vu, c'est-à-dire que le public avait répondu à l'appel, ils se sont levés. En fait, de Guéret, j'avais remarqué que, il se donnait pas à fond. On avait l'impression qu'il jouait pas à 100%. Ouais, voilà, c'est ce que je te disais. Et en même temps, c'était presque logique, moi je dirais, parce que c'est vraiment une faute de parcours, la défaite à l'aller contre le Mozambique. Moi je pense que cette équipe du Maroc intrinsèquement est vraiment supérieure à cette équipe du Mozambique. On est d'accord là-dessus. On se dit que c'est tout à fait logique ce résultat. Et moi j'aimerais embrayer tout de suite sur un match qui m'a surpris, c'est le match Sénégal-Côte d'Ivoire. Je sais pas si tu as eu l'occasion de voir le match. Et surtout les incidents qui y sont associés. Alors je sais pas si Nabil t'a pu entendre un peu parler de ce qui s'est passé sur ce match. Et par extension, je suis désolé de le dire, c'est peut-être une mauvaise publicité pour le football africain, mais un peu des comportements qu'on voit dans de nombreux stades en Afrique. Et franchement, c'est pas génial. Alors, je sais pas ce que tu en as pensé, cher Nabi. J'ai eu l'occasion de suivre une grande partie du match et franchement, j'ai trouvé ça dommage de la part des supporters sénégalais.
l'équipe du Sénégal a tout donné. Je pense pas que c'était mérité, quoi. Surtout qu'on a pu constater que lors des incidents, le drapeau sénégalais, c'est-à-dire le drapeau national, a été brûlé. Donc je pense que ça allait très loin. Et même le drapeau ivoirien. Hein. Oui. C'est allé très loin et je pense que c'est vraiment regrettable. D'ailleurs, je pense qu'il y aura des sanctions de la CAF. Très lourdes, je pense. Je pense que ça peut être très lourd. Je pense qu'il va y avoir une exclusion certainement des prochaines. Parce que là, c'est quand même très grave. Ils se sont pris à des supporters qu'ils ont attaqués. Et en plus, ça ressemble pas au Sénégal. Bon, je connais un peu le pays. Après, ce qu'il faut... Les Sénégalais ne sont pas comme ça normalement. Il n'y a pas de ce genre de comportement là au Sénégal. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a souvent l'État qui interfère dans les affaires sportives. On sait que ça s'est passé au Nigeria. En Égypte aussi, ça s'est passé. Donc, personnellement, je pense que c'est pas forcément que le public qui est à blâmer. On sait qu'il y a aussi une partie des... Oui, qui les excite. Hein, voilà, parce qu'il y a la politique qui est mélangée. Et en Afrique, je pense que Nabil, tu seras d'accord. C'est quand même un grand problème dans le football africain. Les interférences entre la politique et les fédérations et les équipes nationales. Vous faites bien de le dire parce que d'ailleurs la presse sénégalaise, de ce que j'ai pu lire, soupçonne qu'il y a eu un coup monté derrière tout ça, c'est-à-dire que les supporters ont été chauffés et qu'il y a eu c'était un coup politique un petit peu. Je pense qu'on voulait faire un petit peu le ménage au niveau de la fédération. Il a besoin d'un scandale. Un peu comme en Égypte. Je trouve que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a pu voir en Égypte. C'est grave parce qu'il y a des vues en Égypte, il y a eu quand même plus de 70 morts quoi, pour du football. Et ça, c'est quand même dramatique. Là, heureusement, ça s'est pas terminé comme ça, mais voilà, il y a peut-être des changements. Walid, comme tu dis, là, je pense que tu es en Afrique subsaharienne, il y a beaucoup de problèmes politiques, économiques. Je pense que ça dépasse de loin le stade du football. Le cadre du football, ouais. Quelle équipe, Nabil, t'as impressionné sur ces qualificatifs de la CAN ? J'ai été vraiment très impressionné par le Nigeria qui a quand même gagné 6-1 contre le Libéria, en fait. Après un Nigeria un petit peu, c'est-à-dire qu'on avait perdu un petit peu de vue. Je pense que cette victoire le remet un petit peu en lice et c'est un adversaire avec qui il va falloir compter, je pense. Le retour du Nigeria. Ah oui, là, t'as raison. Moi, ça fait depuis, pour référence, ça fait depuis PES 5 que je n'ai pas joué avec le Nigeria. Par exemple, les belles époques de Nwankwo Kanu. C'est ça. Et Okocha aussi. Okocha, JJ Okocha, c'était quelque chose quand même. Hein. Ça me ferait plaisir de revoir le Nigeria. Et le Nigeria qui sort de nulle part, hein, parce qu'on sait que la fédération a failli être dissoute et que l'équipe a failli être privée de Coupe du Monde et de CAN. Et pour le coup, c'est un joli pied de nez, moi je dirais, à leur fédération. Ces joueurs qui sont venus quand même pour jouer au football et qui ont mis en avant les valeurs du football et non les valeurs étatiques. Toujours un peu dans les matchs un peu sulfureux. La victoire de l'Algérie 2-1 face à la Libye. Un match bizarre. Hein. Moi, j'ai suivi le match. L'Algérie a plié le match en un quart d'heure. Allez, un quart d'heure. Soudani et Slimani qui marquent coup sur coup. Mais la Libye qui... Je sais pas s'ils étaient venus pour jouer au foot ou pour se plaindre avec l'arbitre. Ouais, je crois qu'ils étaient plus là pour un petit peu boycotter, essayer d'un petit peu embêter les Algériens. Je pense qu'ils savaient déjà qu'ils allaient pas se qualifier en Et vers la 80e minute, chose incroyable qu'on verrait jamais en Europe, les Libyens ont décidé d'arrêter de jouer. Tout simplement en prétextant qu'il y avait un laser sur le terrain et qu'ils entendaient des chants racistes. Ça, par contre, ça c'est avéré. Les chants Vive Kadhafi, gloire à Kadhafi de la part du public algérien qui ont été quand même entendus et qui sont pas très très intelligents non plus. Il faut le reconnaître. Mais là encore, ce sont des problèmes politiques et c'est toujours le même problème. Je suis désolé de le dire. En Afrique, on a envie que ça change. Et malheureusement, ça n'évolue pas. Le problème que le football, ça reste un sport. Et pour que le football ait en Afrique une structure solide, il faut déjà qu'à la base, les États soient solides. Le truc, c'est qu'en Afrique, il n'y a que le football. Tu te rends compte que la Libye, avec ce qui se passe actuellement, la Libye a une équipe de foot. Moi, ça, je trouve ça invraisemblable. C'est pas faux. Donc, comment veux-tu que derrière ça, il y ait une stabilité, il y ait un investissement, alors que à l'intérieur de ces pays-là même, c'est la guerre, c'est la crise. Il y a plein de pays qui meurent de la famine. Et là, on parle de football. Je veux dire, c'est quand même accessoire par rapport à ce qui se passe dans ces pays-là. Et pour revenir au jeu, personnellement, j'ai vu un visage de l'équipe d'Algérie qui était vraiment... Mais je vais pas non plus partir dans des superlatifs, mais c'était du beau football. Du beau football, c'est le mot. Parce que depuis l'arrivée de Vahid Halilhodžić, on attendait un match où l'équipe jouait vraiment au ballon et montrait de l'aisance tactique, je dirais. Et puis là, on a vu que il y avait des automatismes, il y avait une tactique. Il y a de la rigueur, en fait. Voilà, c'est ça. Il y avait une tactique propre et ça m'a fait plaisir, moi, de voir cette équipe jouer intelligemment. Le vrai cadre, c'est quand même
Sofiane Fegouli et Guedjoura qui jouent en deuxième division anglaise. Comme tu vois, c'est pas vraiment des. Fegouli, c'est pas mal quand même à Valence. Fegouli, c'est très bon. C'est pas non plus les meilleurs joueurs du monde, ce que je veux te dire. Mais au final, cette rigueur tactique, elle apporte de la réussite à cette équipe et ça fait plaisir, moi, de les voir réussir. Il n'y a pas forcément besoin d'individualité en Afrique. Tu vois, c'est un football très particulier qui joue dans des circonstances quand même très particulières. Donc là, ça a été prouvé par l'Égypte, hein. Voilà. L'Égypte qui n'avait pas vraiment d'individualité et qui a dominé l'Afrique pendant presque 10 ans. Ils avaient des joueurs quand même du championnat qui se connaissaient parfaitement. Donc il faut une équipe en Afrique et une rigueur pour gagner. Et un peu de chance aussi. Voilà. Et puis j'ajouterais aussi que l'Algérie a pu avoir en fait une paire d'attaquants en fait, qui est Slimani Soudani, qui a été vraiment bien remarqué, c'est-à-dire que ces joueurs-là se sont bien entendus, des automatismes ont été créés, alors qu'on sait un petit peu que l'Algérie a toujours eu des problèmes en attaque, c'est-à-dire qu'il avait des problèmes pour marquer des buts, et là je pense qu'avec cette paire d'attaquants, le problème a été réglé, et que je pense qu'il faut compter sur l'Algérie sur cette prochaine CAN. Justement, tu parles de la CAN 2013, Nabil, je vais te demander de te mouiller un peu, quelles équipes plutôt, tu verras aller jusqu'au bout de la compétition et s'affronter en finale? Personnellement, je verrais bien la Côte d'Ivoire pour se venger de la dernière CAN. Je la vois bien, en fait, c'est une équipe très solide avec Drogba toujours en vétéran, donc je pense qu'ils ont les moyens d'aller très loin dans cette CAN. Puis, je sais pas, peut-être le Ghana aussi. Je vois bien enfin l'heure du Ghana, moi je dirais. Ouais. Enfin, c'est cette équipe qui va peut-être prouver que. C'est pas loin en plus de l'Afrique du Sud, donc si je me trompe pas, non, je raconte n'importe quoi. Le Ghana, non. Oui, pardon. Mais je réfléchissais, je pensais à autre chose. Mais c'est vrai que le Ghana, ils arrivent en force, peut-être. Le retour, alors peut-être que Kevin Prince Boateng va peut-être avoir envie de revenir. Ce serait le temps. La starlet de Milan. Peut-être qu'enfin ses problèmes sexuels sont réparés, parce qu'on sait que voilà, il pouvait pas aller à la CAN parce qu'il avait de gros besoins selon sa compagne. Ou alors il va la ramener en Afrique du Sud avec lui. Je sais pas, mais là, oui, peut-être pour le Ghana, les Black Stars, ça serait enfin la consécration. Ouais. Et écoutez, on va conclure en vous citant c'est la liste de ces 16 qualifiés pour la CAN 2013. On a tout d'abord l'Afrique du Sud, pays organisateur, le Mali, le Ghana, la Zambie, le Nigeria, la Tunisie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie. Ah, l'Éthiopie, ça me fait plaisir. L'Éthiopie, il me semble que c'est leur première phase finale depuis au moins 15 ans. J'ai vu leur match, ça me faisait très plaisir. C'était n'importe quoi, mais quand ils ont marqué le deuxième but, j'étais content. L'Angola, le Niger aussi qui se retrouve dans cette phase finale. Le Cap-Vert qui a eu raison du Cameroun, qui a eu très étonnant. L'équipe de Ryan Mendes, joueur du LOSC. De Lille. Très étonnant. Ouais. Ça m'attriste un peu de voir les Lions de. Mais encore une fois des problèmes. Mais il leur reste les éliminatoires de la Coupe du Monde, quoi qu'il arrive. Oui, mais là, tu fais passer la CAN pour une sous-compétition. C'est quand même la compétition continentale. Je suis désolé, mais c'est un peu une sous-compétition. Je suis désolé de le dire comme ça, mais moi, je suis pas satisfait de ce que j'ai vu techniquement. Pour finir la liste, il y a le Togo, la République démocratique du Congo, le Burkina Faso de Alain Traoré et l'Algérie pour conclure. D'ailleurs, qui a été décisif avec le Burkina Faso. C'est ça. Dans ce match retour. Voilà. Écoute, merci Nabil de nous avoir accompagnés pour parler un peu de foot africain. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais ça fait plaisir de parler un peu de ça. Merci à toi. Merci à vous. Ciao Nabil. Ciao. Écoutez messieurs, c'était une assez bonne émission. On n'a pas beaucoup entendu Robin là vers la fin. Je sais pas ce qu'il faisait. Je ne suis pas spécialiste du foot africain, donc je vous laisse parler, messieurs. Non mais c'est vrai que c'est pas mon domaine, donc ça sert à rien d'affabuler. Je vais pas vous sortir des niaiseries ou des mensonges sur les matchs que j'ai pas vus. Je parle de ce que j'ai vu et de ce que je connais. Et ma foi, vous savez très bien que ma spécialité c'est plus la Première Ligue et le football français. Et le nord de l'Angleterre. C'est vrai. Il y a de très belles villes. Voilà, écoutez messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. À tous nos auditeurs aussi, je souhaite une bonne soirée. Et n'oubliez pas, on a toujours notre page Facebook, notre Twitter. N'hésitez pas, faites un tour, ça fait toujours plaisir. C'est ça, on se quitte. C'est encore moi qui fais le DJ avec Feel So Good de Logistic, Fear Not 2012. C'est très très bon, c'est de la drum and bass et c'est pour vous les enfants. Allez, salut tout le monde. À vendredi.